La première fois où tu es lâché sur un avion de chasse, à l'époque il n'y a pas de biplace, donc c'était en monoplace, donc on t'est dit mais c'est pas possible. J'étais dans mon Mirage F1 là au point d'alignement à Reims, au Normandie-Niemen. Et je me dis mais c'est à moi qui confie cet avion là, je suis tout seul et je fais mon lâcher Mirage F1, tu vois, donc ça c'est un moment fort aussi. T'imagines quand tu es à la place du milieu, la place qu'on appelle le charognard, le 4 là au milieu, et ben t'es cerné, t'as 7 avions autour de toi à moins de 3 mètres, enfin dans certains cas. On appelle ça la musique en fait. En écoutant les notes de musique, et ben les équipiers vont se mettre en cadence sur lui. En tout cas, la patrouille pure, ce qui m'a le plus touché, c'est l'affection que les gens ont pour la patrouille. Plein de moments exaltants en fait. Ouais, le survol de New York avec la patrouille, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'était pour le centenaire de la Statue de la Liberté en 1986. T'as un côté magique, tu vois, d'aller, que la planète t'appartient, tu vas où tu veux. Quand tu survoles le Groenland, quand tu pars avec ton Alpha Jet de Centre-Provence et que tu vas jusqu'à Los Angeles, tout ce qu'on a dit sur l'aéronautique, sur l'aviation, tout ce qui a été écrit est vrai en fait. Et tu ressens ça d'une manière ou d'une autre, autant Terre des Hommes que Top Gun, que Les Têtes Brûlées. Toutes ces images-là, tu les ressens à un moment ou à un autre. Ouais. Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite ? Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès ? Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sillonne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Patrick. Bonjour Frédéric. Alors, je suis très fier qu'on se rencontre. Tu as une carrière incroyable dans l'armée de l'air en tant que général, pilote de chasse, ancien leader de la patrouille de France. Tu as également occupé le poste de direction de la communication dans l'armée de l'air, conseiller auprès de 2 ministres aux affaires étrangères. Tu es également conférencier en entreprise. Ton parcours, Patrick, est tellement riche. J'ai vraiment beaucoup de questions à te poser. On va quand même débuter par la première. Patrick, comment tout a commencé ? Comme beaucoup, au moment du bac, il faut faire un choix de carrière. Et ma sainte maman me dit « Mais Patrick, qu'est-ce que je vais faire comme métier ?» Je lui dis « Il faut déjà choisir à 17 ans. » Et je lui dis, donc j'ai cherché, et puis je me suis dit « Tiens, ce serait bien de faire un métier sportif et intellectuel. » Et voilà, quand je me suis retrouvé en école préparatoire pour candidater à l'école de l'air, l'école des officiers de l'armée de l'air à Centre-Provence. Et je me suis retrouvé vraiment comme un poisson dans l'eau, plutôt comme un oiseau dans le ciel. Et j'ai vraiment adoré ce parcours, adoré cette ambiance, adoré l'école de l'air et surtout la camaraderie. Tu es né où ? Je suis né près de Grenoble, il y a quelques années. Tu as grandi là-bas, oui ? Non, pas très loin. J'ai grandi en Haute-Savoie, un petit village qui s'appelle Vieux-en-Sala, à une vingtaine de kilomètres d'Annemasse, à côté de la frontière genevoise. Alors pour moi, j'imaginais que pour être pilote, et vu la carrière, c'est-à-dire patrouille, pilote de chasse, j'imaginais que c'était une vocation. Tu ne rêvais que de voler, faire des ailes, sauter du toit, etc. Non ? Alors, c'est pas faux. À l'école de l'air, par exemple, dans une promotion de 15 pour ce qui me concerne, brillante, il y a autant de vocations que d'individus en fait. C'est assez personnel. Effectivement, mon voisin de Chambray, qui est parmi mes meilleurs amis, Philippe Delhomme, lui, depuis tout petit, il rêvait d'être pilote de chasse, puis pilote d'essai. Il était pilote de chasse et puis il était patron des avions d'essai d'assaut. Moi, c'était un peu l'inverse, paradoxalement, c'est que je cherchais un métier qui correspondait un peu à mes aspirations et en fait, je crois que j'aurais difficilement pu trouver mieux. J'ai hésité avec la médecine, beaucoup hésité avec la médecine. Je suis fils de médecin et si j'avais pu faire les deux, j'aurais fait les deux. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir pilote ?
Il y a tout type de recrutement. Hein. Grosso modo, l'école des officiers de l'armée de l'air à Salon-de-Provence, où on a 55 places d'élèves pilotes à peu près chaque année par promotion. Et là, vous faites une prépa, un maths sup, maths spé, concours, c'est une concours d'ingénieurs, des grandes écoles. Et puis on a la chance de rentrer à Salon. Après, on est formé pendant 2 à 3 années comme officier, comme ingénieur. Et c'est seulement après qu'on va apprendre le pilotage. Si vous voulez une carrière plus courte, on prend des profils entre Bac+1 et Bac+5 et on va leur faire passer des tests psychotechniques, en fait, assez sophistiqués pour voir si on a le profil pour faire ce métier. Chacun d'entre nous, tout le monde pourrait faire pilote et pilote de chasse dans la mesure où il a l'aptitude physique. La seule problématique, et ce qui va être sélectif, en fait, c'est tout simplement la capacité du candidat à apprendre vite. En fait, c'est surtout ça. Pourquoi ? Parce qu'une formation de pilote de chasse coûte très cher, évidemment. C'est très long. C'est très long. Au bout de 3 ans et demi, on est vraiment pilote opérationnel. Et au bout de 6 ans et demi, 7 ans, on est la plus haute qualification d'un pilote de chasse, qui est celle de chef de patrouille. Et donc, la particularité, c'est que pendant toutes ces années, on va être noté à chaque vol. Et donc, suivant un rythme de progression qui s'est bien calculé avec l'expérience. Et le but du jeu pour les candidats, en fait, tout simplement, c'est de rester sur le profil idéal et donc de progresser tous les jours. Mais tu dis n'importe qui peut être pilote de chasse. Et tu parles à un moment de maths spé quand même. Oui. J'ai eu fréquenté des pilotes de ligne, pas de chasse, mais de ligne. Ne serait-ce que pendant les études, c'est des bibles et des bibles et des bibles qui doivent se faire énormes, souvent en anglais. C'est pas quand même donné à tout le monde. J'ai pas dit n'importe qui, mais j'ai dit que tout le monde, ou beaucoup de monde pourrait le faire. En fait, ce que je veux dire là, c'est avec l'expérience de plein de métiers, chacun d'entre nous peut aller très très loin en fait dans un domaine à partir du moment où il est persévérant et il y a une progressivité dans l'apprentissage. Et en fait, le secret, ce que je veux dire, c'est que si on est opiniâtre, on peut apprendre énormément de choses. En fait, on peut aller très très loin. La seule difficulté pour certains métiers, c'est qu'il faut apprendre vite. Et en fait, ce qui est discriminant pour être un pilote de chasse, c'est le fait d'apprendre vite, en fait. Voilà. Il faut pas. Est-ce que tu volais avant ? Moi, pas du tout. Tu es vraiment. Tu as choisi un métier. J'ai choisi un métier, oui. J'ai choisi un métier et au-delà d'un métier, peut-être une atmosphère de travail. Des valeurs, une générosité que j'ai retrouvée dans l'armée de l'air comme nulle part ailleurs. Quand tu arrives à l'école, c'est quoi l'école de Salon, l'école de guerre d'abord, c'est quoi ? Il y a 2 profils. L'école des officiers de l'armée de l'air à Salon-de-Provence, là, effectivement, c'est un peu... c'est concours d'ingénieurs, c'est pas, tout le monde n'est pas forcément dans cette filière-là. Donc, effectivement, il faut faire des études, c'est normal. On est formé comme officier, comme ingénieur. Parce qu'après, on risque d'avoir c'est le but, d'ailleurs, de l'école de l'air, c'est de fournir les cadres futurs de l'armée de l'air. Tous les chefs de l'armée de l'air sont passés par l'école de l'air. Ce qui est normal, c'est l'école de formation pour tous ces cadres dirigeants. Ensuite, vous pouvez être pilote aussi directement après le bac. Généralement, on prend des profils entre Bac+1 et Bac+5 et on va regarder s'ils ont le profil pour faire ce métier, en fait. Et je veux dire, ce qui va être super important, c'est on va essayer de détecter des gens qui s'accrochent et qui vont apprendre à chaque vol, en fait. C'est surtout leur capacité d'apprentissage qui va être déterminante. Et ensuite, vous avez des épreuves tous les jours. Tous les jours, mais pendant des années et des années. Ça dure quand même 3 ans et demi pour être breveté pilote opérationnel, enfin pilote de chasse, puis qualification de pilote opérationnel. Et donc, il faut s'accrocher, en fait. Et puis après, on va encore être exigeant avec vous. Vous allez être sous-chef de patrouille, puis chef de patrouille. Et ça, c'est une formation de tous les jours, en fait. Mais c'est comme en médecine. Si tu n'as pas les capacités d'être pilote de chasse, tu vas être basculé sur, je sais pas, peut-être mécano ou... oui, si vous c'est le plus haut grade, pas dans l'armée, je parle. La plus haute qualification, c'est pilote de chasse. Je sais pas si tu comprends ma question. Oui, non, mais je comprends. C'est-à-dire que malheureusement, tout le monde, parce qu'il n'y a pas la place pour tout le monde, et puis comme c'est été discriminant avec la vitesse d'apprentissage, on peut faire d'autres choses. On peut avoir plus d'aptitude pour le pilote de transport, le pilote d'AWACS, nos pilotes d'AWACS, le pilote de drone. On peut être navigateur aussi au système d'armes, en place arrière d'un Mirage 2000 biplace ou d'un Rafale. On a plein de carrières. Vous savez, il y a 50 métiers différents dans l'aéronautique en général et dans l'armée de l'air en particulier. 50 métiers différents.
Donc il y a place pour tout le monde en fait. Quand tu fais une école comme ça, tu te sens plutôt pilote ou militaire? Alors il faut pas se tromper, hein. L'armée de l'air, c'est une armée. Donc c'est pas un aéroclub de luxe, hein, surtout pas. Hein. Donc il faut pas qu'il y ait de malentendus là-dessus. Et donc il faut des personnes quand même qui sont en adéquation, si vous voulez, avec les valeurs d'une armée, notamment l'armée française, qui est là pour défendre son pays en fait. Hein. Et donc c'est sympa de faire la voltige à Saint-Tropez, mais c'est moins drôle d'aller au fin fond du Tchad, de la Syrie ou autre pays en crise. Et donc là, il faut des gens qui sachent bien ce qu'ils viennent faire et qui sont là pour défendre notre pays et ses valeurs. Voilà. Donc, militaire. Ah ben oui, forcément. Ouais. Mais dans le sens vraiment le plus noble du terme, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont pas là. Vous savez, un militaire, il n'est pas là pour se battre quand il faut. Mais mais simplement montrer que c'est la politique française d'ailleurs, c'est la dissuasion, c'est dissuader qu'on nous attaque quoi, en fait. Hein. Et puis défendre nos valeurs sur tous les continents et en particulier en France, bien sûr. C'est ça la vertu. Le rêve, si vous voulez, c'est qu'on n'ait plus besoin d'armée sur cette terre. Il serait peut-être temps quand même que les humains, on arrive à se mettre d'accord et qu'on arrête de se taper dessus, quoi. Et donc on se respecte les uns les autres. Je pense que c'est pour moi, avec un petit peu d'expérience, c'est le mot qui manque sur cette planète aujourd'hui. Quand tu rentres à l'école, très rapidement, tu montes dans un avion? Oui, assez vite. Assez vite, mais sur des petits avions de tourisme pour voir si on a si on a l'aptitude quand même, qu'on n'est pas malade tout le temps en vol. On peut être malade au début, hein, comme un marin, hein. Mais il ne faut pas que ça dure longtemps. Il faut faire 3-4 vols et puis ensuite on commence à prendre goût, voir si on a des aptitudes. Oui, on apprend assez rapidement le pilotage. Pour moi, c'était une totale découverte. Hein. D'ailleurs, une petite anecdote. En fait, je suis monté 6 fois dans un avion avant de me poser une seule fois. Comment ça? Je suis content que tu comprennes pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, c'est que chaque fois que je sautais en vol, c'était pour faire du parachutisme. D'accord. Donc, je me suis jamais posé avant d'avoir fait 6 sauts en parachute, en fait. Donc, je savais pas ce que c'est que de me poser. Je savais ce que c'est que décoller, mais pas encore de me poser. Mais dans l'armée, vous faites également du parachutisme? Oui, parce que surtout pour un pilote de chasse, s'il doit actionner son siège éjectable, évidemment, il va descendre sous un parachute. Et donc, il faut savoir quand même les fondamentaux du parachutisme. Parce que ce qui est marrant quand même pour un brevet de pilote civil, enfin classique, c'est qu'on peut prendre des cours de pilotage et être seul dans un avion plutôt qu'une voiture. Oui, c'est-à-dire absolument. que tu as 15 ou 16 ans, c'est ça à peu près? Oui, on peut commencer à 15 ans, je crois, à 15 ans et demi, absolument apprendre le pilotage, et puis tu peux être lâché, je crois, vers 16 ans ou 16 ans et demi. Et tu es même lâché avant d'avoir le brevet. Alors, ce qu'on appelle un brevet initial, en fait, oui, tu permets de lâcher, mais le brevet qui te permet après de partir en aéroclub avec ta famille ou des gens que tu connais, c'est au bout d'un certain temps, bien sûr. Mais tu peux être lâché tout de suite au bout de 10 à 15 vols, en fait. Ce qui signifie que... Tu sais piloter un avion avant d'avoir le droit de conduire une voiture. Est-ce que tu pourrais dire qu'un avion, c'est plus facile à piloter qu'une voiture? Non, je dirais pas ça, mais c'est bidon mais c'est un peu plus difficile en fait parce que tu évolues dans la 3e dimension. Sur une voiture, tu évolues dans 2 dimensions. Tu vois, tu pars à gauche, à droite, tu avances, tu recules. Et dans le domaine de l'air, tu as une 3e dimension. Mais c'est des principes qui sont à peu près les mêmes. Donc tu potasses tes bibles, tu commences tes premiers vols. Elle arrive quand cette envie de devenir pilote de chasse? Non, mais en rentrant à l'école de l'air, tu as envie de faire cette carrière, tu vois. Tu prends conscience, surtout en prépa, de ce que ça signifie, l'engagement militaire. Tu comprends ce que signifie également le métier de pilote et puis tu vas l'apprendre en fait au fur et à mesure. D'abord à l'école de l'air, on n'apprend pas tout de suite à piloter sur les avions, on apprend surtout à être officier. Ce que c'est qu'un officier, de conduire une troupe, de donner des ordres, mais surtout en apprenant à les recevoir aussi. Et puis ensuite, ce que c'est qu'un ingénieur, bien sûr, un ingénieur aéronautique, on est tous ingénieurs aéronautiques et on apprend le pilotage à Salon. Combien de vols par jour à peu près quand tu commences à En moyenne, tu fais un vol par jour.
Et quel type d'avion Alors d'abord au début tu me parles des avions de tourisme, et ensuite tu progresses au fur et à mesure. Alors à l'époque on avait un escadron d'initiation, on appelait ça le Galéa, enfin il y a plein de noms différents dans l'histoire, mais grosso modo c'est pour t'apprendre des notions de planeur aussi. Très bonne chose que d'apprendre le planeur au départ, parce qu'il faut apprendre à voler en fait même sans moteur. Puis ensuite, ces petits avions à hélice, en fait, qu'on retrouve dans les aéroclubs. Et puis après, très sérieusement, à mon époque, on commençait directement sur biréacteur. On commençait sur un avion qui est un peu mythique, qui s'appelait le Fouga Magister. Qui était les anciens de la patrouille. Absolument, qui équipait d'ailleurs la patrouille à cette époque-là. Et donc ça, c'était un peu impressionnant de commencer tout de suite, vraiment sérieusement, sur biréacteur. Et maintenant, ils apprennent sur avion hélice. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est que la formation le coûte le moins cher possible, en fait. Donc, on apprend sur petits avions qui s'appellent des Cirrus. Et ensuite, on passe assez rapidement sur Pilatus, PC-21. Et ils sont très longs, non? C'est ça? Oui, assez fins, avec un bon moteur. Et surtout, on les équipe avec des équipements assez modernes, des tableaux de bord électroniques, en fait, pour faire rapidement la transition sur les avions de combat, Mirage 2000 et Rafale. Voilà. Et entre-temps, on passe bien sûr sur Alpha Jet, qui est un petit biréacteur et qui est d'ailleurs l'avion de la patrouille de France. Tu parlais tout à l'heure de sélection. Vous êtes évalué tous les jours. Oui. Je pense qu'il y a des sélections au niveau du niveau, mais il y a également les sélections au niveau de la santé. Oui. J'ai interviewé Frankie Zapata. On lui a dit vous ne serez jamais pilote, parce qu'il était daltonien. C'est rigolo quand même. Oui. J'imagine, c'est hyper physique. Donc, au niveau du dos, au niveau de tout ça, je pense que ça doit être. C'est quoi le genre de contrôle qu'on fait? Évidemment, les yeux. Et je pense qu'il y a un côté psychologique également. Alors, finalement, le côté psychologique, on va le voir un tout petit peu, mais on va le voir à tous les jours, en fait, avec son instructeur. En fait, c'est ça qui est formidable d'ailleurs, c'est que tous les jours, vous avez un instructeur qui va vous apprendre le métier. Et donc, on voit rapidement la personnalité en fait de l'élève pilote. Au niveau médical, vous avez 2 fois par an. Une fois au sein sur la base aérienne, vous avez un médecin du personnel navigant, qu'on appelle, qui fait des tests. Ça dure 2-3 heures. Et puis, par contre, on a un examen beaucoup plus approfondi chaque année, en fait, au CEMPN, Centre d'expertise médicale du personnel navigant. Par exemple, en région parisienne, c'est à Percy. Pour les civils et les militaires, d'ailleurs, le pilote de ligne, la même chose que pour les pilotes de chasse. Et puis là, on vous scrute très profondément, en fait. On va tout regarder de A à Z pour voir s'il n'y a pas de choses qui commencent à dérailler. Donc pour nous, c'est toujours une épreuve que de passer cette épreuve médicale, parce que cette expertise médicale, parce que vous savez que les seuls qui peuvent vous arrêter, mais si vous êtes super pilote, c'est le médecin. Donc on a toujours une petite angoisse quand on passe l'expertise médicale. Ouais. Y compris quand tu deviens pilote de chasse. Mais tout le temps. Même après 10 ans, 20 ans, 30 ans d'aviation de chasse, tu passes une expertise médicale, et s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, le chef médecin, il te dit non, je peux pas vous donner l'aptitude, éventuellement. Donc ça, c'est une petite angoisse. Évidemment, les yeux. Alors les yeux, la colonne vertébrale, le cœur, bien sûr, l'audition aussi. En fait, on vous ausculte sur toutes les coutures, en fait, pour voir s'il n'y a pas de baisse de performance dans un seul domaine, quoi. Au niveau de la psychologie, on en a parlé d'ailleurs toi et moi au téléphone, quand tu es pilote de ligne ou pilote de chasse, on a parlé de la Germanwings, tu te souviens? Oui. Comment ça a pu arriver? Donc je rappelle, c'est ce pilote qui a précipité un avion de ligne contre avec les passagers contre une montagne. Comment on le détecte pas, ça? Ça m'a surpris qu'en Allemagne, on ait laissé passer ce pilote. Parce qu'en France, à ma connaissance, ce ne serait pas passé. Pourquoi? Déjà, il y avait un signe quand même avant-coureur, c'est que ce jeune homme avait été arrêté pendant quelques mois durant sa formation pour un problème psychologique. Mais en France, c'est rédhibitoire en fait. On n'arrête pas quelqu'un pendant sa progression pour un problème psychologique. C'est que déjà, ça ne va pas en fait. Et donc, dans le doute, on élimine en fait. Et ça a toujours été. Donc je pense qu'en France, ce serait passé beaucoup plus difficilement.
Et le deuxième point, c'est qu'en Occident, dans toute l'histoire de l'aviation, après 100 ans d'histoire de l'aviation, on n'avait jamais vu ça. Jamais un pilote s'était suicidé avec des passagers à bord. On n'avait jamais vu ça, en fait. Donc c'était quelque chose qui n'était pas dans le logiciel, en fait, du milieu aéronautique occidental. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant à voir, c'est la réaction du milieu. Souvenez-vous, l'accident a lieu le lundi vers midi, je crois, en fin de matinée, dans les Alpes du Sud de Germanwings. On commence l'investigation très rapidement. Le mardi après-midi, on retrouve les boîtes noires. Le mercredi midi, on commence la première analyse, en fait, mardi soir et mercredi matin. Et le mercredi, en début d'après-midi, le procureur de la République dit, avec les premières investigations, il semblerait qu'il y ait une possibilité que le copilote se soit suicidé. Le vendredi matin, toutes les compagnies aériennes du monde changeaient leur procédure en disant jamais plus un pilote tout seul dans un cockpit. Pourquoi je vous dis ça? C'est sûrement pour vous montrer le degré de réactivité du monde aéronautique, en fait, qui s'est toujours adapté, qui a toujours essayé de tirer les enseignements de tous les incidents ou accidents qui sont intervenus. C'est quand même assez remarquable. Vous réalisez ça va toujours très vite, de toute façon. Même quand il y a une sonde qui déconne, c'est immédiat. Les avions sont cloués au sol, c'est toujours immédiat. Oui, et on a fait des progrès absolument incroyables. Il a fallu 200 000 ans, grosso modo, à l'Homo sapiens pour faire son premier décollage d'un être humain par voie mécanique. D'ailleurs, c'était pas loin d'ici, c'était à Versailles, une 783 devant Louis XVI. Et au XXe siècle, il n'a fallu que 66 ans entre le premier vol des frères Wright, le 17 décembre 1903, et notre ami Neil Armstrong, le 20 juillet 69 sur la Lune. 66 ans. Au regard de l'histoire de l'humanité, c'est quand même très très peu. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi. Pourquoi on était aussi performant au XXe siècle dans ces domaines de l'aéronautique, de l'astronautique. C'est ça qui est intéressant. C'est d'ailleurs ça que j'expose dans mes conférences, parce que ces genres de choses peuvent être... c'est grâce à des process, des procédés que l'on peut transposer dans toute entreprise, en fait. C'est ça qui est intéressant. Si on repart sur la santé, tu sais, on entend souvent ce genre de 3G, 9G, on prend des G. Comment on l'explique? C'est quoi des G? Frédéric, quand tu es assis là, tu supportes à peu près 1 G. Donc, c'est quoi? C'est l'attraction terrestre. D'accord? Précisément, c'est 9,81 newtons par kilo, mais je te la fais courte. Si tu fais un petit 80 kilos, merci. Ta masse, d'accord? Bon, hors taxe, pour toi. Hors taxe, voilà. D'accord? Ouais. Et le poids, en fait, que tu ressens sur les épaules, c'est 80 kilos. D'accord? Je la fais courte. Mes fesses, si je suis assis. Ou mes pieds. Si je suis assis. Mais même ta tête, tu vois, elle reçoit le poids de ta tête. Donc ça, c'est 80 kilos. Quand tu passes sur un dos d'âne en voiture, parfois un peu vite, quand tu es en haut du dos d'âne, tu te sens un peu plus léger. Et plutôt que de ressentir 80 kilos, tu vas ressentir 60 kilos. C'est l'ensemble de ton corps. Quand tu tombes en bas, quand tu retombes légèrement, tu vas subir 1,2 fois ton poids. Tu es un petit peu tassé dans ton siège. 1,2 fois, tu vas ressentir 100 kg. En aéronautique, quand tu es en virage à 60 degrés d'inclinaison stable, tu ressens 2 fois ton poids, 2 G. Donc plutôt que de ressentir 80 kg, tu vas ressentir 160 kg. Ton corps va effectivement peser 160 kg. Et nous, en combat aérien, on va jusqu'à 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, 8G, 9G. Donc 9 fois ton poids. On va même parfois jusqu'à 10G, mais là, on s'arrête parce que l'avion, il casse. Parce que lui, il supporte le même type d'accélération. Et donc, ça veut dire que plutôt que de ressentir 80 kg, ton corps, il va ressentir 720 kg. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est impossible pour toi de baisser la tête, sinon tu ne la relèves pas avec les vertèbres, tu peux te casser les vertèbres cervicales. Ça veut dire que tu ne peux pas lever la main parce qu'elle est complètement plaquée, ça veut dire que tes joues descendent, et notamment il y a un phénomène qui est assez amusant qui est le sang. C'est une accélération qu'on dit verticale, donc du haut de la tête vers le bas des pieds. Et quand tu ressens ce genre d'accélération, le sang qui irrigue le cerveau, il va descendre dans les pieds.
Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ton champ visuel, qui normalement fait à peu près 180 degrés, tu vois, extrême gauche, extrême droite, comme ça, et ben il va se rétrécir, et puis tout d'un coup, tu vas voir plus que devant toi, et puis ça va devenir flou, ce qu'on appelle le voile gris. Et si tu persistes dans l'accélération, bah tu vas voir le voile noir. Ça veut dire que tu tombes en syncope, en fait. Tu n'as plus assez de sang qui irrigue le cerveau. Et donc, en combat aérien, eh ben, on ressent ça tout le temps, en fait. Ça dépend de ta forme. Et tu peux ressentir à 4G, tu peux commencer à ressentir le voile. Et en fait, on va piloter en combat aérien brutal nos accélérations à la limite de ce qu'on peut encaisser, en fait. Et donc, par exemple, le G, il y a très, très, très peu de pilotes qui peuvent durer plus de 15 secondes. Le G, c'est extrêmement violent. Et donc, ça dure très peu de temps. Et alors, comment est-ce qu'on résiste à ça, nous les pilotes ? C'est l'entraînement physique. Comme les cosmonautes, c'est-à-dire avec le truc qui tourne ? Oui, on n'a pas besoin on fait pas de l'entraînement sur la centrifugeuse, comme on dit. On n'en a pas besoin. En fait, on fait de l'entraînement. C'est plus violent en aviation de combat que pour un cosmonaute, parce que c'est beaucoup plus brutal. Et on fait de l'entraînement sur d'abord de la préparation physique pour s'entraîner à. Je te caricature, mais on va faire. On se bloque complètement intérieurement pour empêcher le sang de descendre physiquement. Ensuite, on fait une deuxième chose, c'est que on a ce qu'on appelle le pantalon anti-G. Ça veut dire que c'est un surpantalon qu'on met sur la combinaison de vol qui va serrer en fait nos cuisses, va serrer les veines et les abdominales pour empêcher le sang de descendre. Donc c'est une compression qu'on fait du bas du corps pour dire au sang remonte. C'est ce fameux pantalon anti-G que l'on met sur notre combinaison de vol. Et la troisième chose, c'est l'entraînement physique. Enfin, plus on vole, plus on résiste en fait. C'est-à-dire que si maintenant tu me prends dans l'avion, je n'ai pas d'entraînement, 0 entraînement, je vais faire quoi ? 2G, 3G ? Ça dépend de ta constitution, ça dépend de ta morphologie, ça dépend de ta capacité à réagir, ça dépend des individus, mais c'est vrai que tu peux avoir, je peux me mettre en syncope assez rapidement. Ouais. Sachant que sur les montagnes russes, je ne sais pas combien on a de G, mais on est limite quand même à un moment. Oui, peut-être, oui. Et... je vais avoir 2G peut-être. Non, tu peux aller jusqu'à 3G, 3G5, je pense qu'ils doivent t'amener. Mais ça fait quelque chose quand même. Ça fait fait un petit quelque chose, oui. C'est comme dans Space Mountain, quand tu vas c'est ce que je te dis, Disneyland, Euro Disney. Pourquoi vous êtes également relié à l'oxygène ? Elle n'est pas pressurisée, là, le cockpit n'est pas pressurisé ? Si, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas d'oxygène. Plus tu montes en très haute altitude, moins tu adhères. Et donc, on va respirer un mélange d'air et d'oxygène vis-à-vis d'un masque, surtout si tu as une décompression, tout ça, il faut faire très attention. Donc, on est relié en permanence avec pour optimiser, en fait, si tu veux, la composition de ce qu'on respire, en fait, on est en permanence relié avec un masque à oxygène, quoi. Et il y a plus ou moins d'air, plus ou moins d'oxygène, suivant que tu es en haute altitude ou en basse altitude. C'est un métier fatigant, parce que je crois que vous volez 180 heures par an. Oui, à peu près, ce qui fait à peu près 180 vols par an. Oui, c'est un métier exigeant. Il y a des missions qui sont très longues, des missions qui sont très courtes. C'est très variable. C'est un métier passionnant surtout, et exigeant, oui, forcément. Pilote de chasse, c'est quoi la vie ? T'es marié, basé, c'est une vie... Oui, comme tout métier, non, il n'y a pas de grande différence entre la vie de famille, si ce n'est qu'on est quand même... on est une exigence, c'est sûr, c'est l'armée de l'air. On nous disait à l'époque qu'on avait tous une maîtresse qui était l'armée de l'air. C'est-à-dire qu'on peut partir à n'importe quel moment, mais d'une manière générale, c'est l'armée aussi qui demande une grande disponibilité, bien sûr. Lorsqu'on doit partir en intervention, c'est pas systématiquement programmé. Il y a des fois, il faut partir au coup de sifflet et on peut partir pour assez longtemps. Donc, la première chose qu'on demande à un militaire, c'est sa disponibilité, bien sûr. Parce qu'en plus, tu dois être... pour certains, tu peux être aussi basé en alerte. Complètement. En fait, les métiers, c'est quoi ? C'est intercepter, c'est quoi dissuader, c'est quoi les l'aviation de combat, tu remarqueras que dans je dis bien tous les conflits, les premiers à intervenir sont les aviateurs.
la fois pour se déplacer sur un théâtre d'opération, à la fois pour emmener des troupes si nécessaire, grâce à l'aviation de combat, l'aviation de transport, et également pour aller prendre un espace aérien adverse. Pourquoi ? Parce que tu as une dimension en plus. La symbolique la plus forte dans ce cadre-là, c'est la guerre du Golfe, où la première chose que Schwarzkopf à l'époque avec Horner, c'était de prendre l'espace aérien irakien pour avoir liberté de manœuvre, d'agir là-dessus. En fait, c'est comme si tu as deux boxeurs et il y en a un, tu vas lui lier les mains. Comme ça, tu prends plus de coups. C'était un peu ça qui avait été fait avec la prise de l'espace aérien. Et c'est indispensable en fait, parce que après tu peux agir à ta guise et puis contrôler un maximum de choses. C'est ce qu'on fait sur tous les théâtres d'opération. Les aviateurs sont sur tous les théâtres en permanence en fait. Alors, je dis bien, le but c'est qu'on ait moins de théâtres à faire et qu'on ait moins de crises. Mais donc on était engagé dans beaucoup de choses. Depuis, à l'époque, on avait certains conflits africains. Ensuite, on a eu la guerre du Golfe. Ensuite, on avait eu l'ex-Yougoslavie, qui a duré un certain nombre d'années quand même. Puis l'Afghanistan, enfin il y a eu le Kosovo également, enfin donc ça n'a pas arrêté. Hein. Ouais, Barkhane, il y a eu pas mal de missions en plus en ce moment, enfin le Mali. Bien sûr. En ce moment, bien sûr, il y a des aviateurs français qui volent tous les jours au-dessus de la Syrie et au-dessus du Mali, au-dessus du Niger, en fait, de tous les pays de la bande sahélienne. Donc c'est quoi le terrorisme? Le métier, c'est quoi? C'est donc intercepter. Tu as un avion qui se balade. Alors ça c'est absolument, c'est l'interception, c'est le contrôle d'une zone aérienne. Ça peut être en France d'ailleurs. Oui, absolument. C'est ce qu'on fait tous les jours. Il y a une mission de l'armée de l'air qui est ce qu'on appelle la police du ciel, sûreté aérienne. Est-ce que tu sais, Frédéric, combien il y avait d'avions civils et militaires qui survolaient le territoire national français métropolitain sur une période de 24 heures avant le 15 mars? Alors, je ne sais pas, mais je vais te dire quelque chose. Sur mon téléphone, sur la première page, j'ai une application qui s'appelle le Flight Radar, je crois. Flight Radar 24, ouais. Voilà, c'est ça. Et quand tu regardes la carte de France ou du monde, c'est impressionnant le nombre d'avions qu'il y a. Je ne sais pas combien, mais tu vas répondre. Alors, c'est beaucoup moins impressionnant maintenant que ça ne l'était avant le 15 mars. Il y avait en moyenne 12 500 mouvements aériens au-dessus du territoire français métropolitain sur une période de 24 heures, tous les jours. Exactement entre 10 500 et 14 000. Et tous ces mouvements aériens devaient être détectés, identifiés, contrôlés. Pourquoi ? C'est pour une question de souveraineté nationale et puis en même temps pour des questions de sûreté, ce qu'on appelle de sûreté, de sécurité. Et donc ça, c'est l'armée de l'air qui faisait ce travail en fait. Donc c'est pas les tours de contrôle qui chacun gère ses avions. Si, alors l'un n'empêche pas l'autre. Oui. Bien sûr, il y a des organismes de contrôle civils et militaires qui en permanence contrôlent un certain nombre d'avions. Mais ce qu'on appelle le global picture, l'ensemble de la détection sur le territoire français est fait par la coordination de tous ces radars, en fait, qui est fait à un centre d'opération français, qui se trouve aujourd'hui maintenant à Lyon-Montverdun. Avant, c'était Taverny. Et on surveille tous les mouvements aériens et ces mouvements doivent tous être détectés, identifiés et contrôlés. Et si on a le moindre doute en termes de détection, d'identification ou de contrôle, on envoyait un chasseur, une sorte de motard du ciel, qui allait intercepter l'avion et qui allait voir ce qui se passait, ou recueillir un avion en difficulté, ou dérouter un avion. Ça, c'est un pilote de chasse qui fait ça tout le temps. Voilà, donc entre l'avion qui, par exemple, vous avez du mal à l'identifier, il a une radio qui est en panne, vous n'arrivez pas à communiquer avec lui, et l'avion qui va rentrer dans un espace réservé, j'imagine, une centrale nucléaire, ou l'Élysée, ou ce que tu veux, vous êtes donc le pilote de chasse, et jour et nuit, est basé quelque part, prêt à partir. Oui, 24 heures sur 24, et même parfois en alerte en vol. Entre le moment où tu reçois l'alerte et le moment où tu es en vol, il se passe combien de temps ? Alors, on avait plusieurs types d'alertes. On pouvait décoller en 2 minutes. 2 minutes ? Oui. On avait l'alerte à 2 minutes. À ce moment-là, le pilote est dans l'avion. C'est-à-dire que l'avion est en bout de piste déjà ? Oui, exactement. D'accord. Il est en bout de piste et moteur coupé. Et il met en route et 2 minutes après, il est en vol. C'est-à-dire qu'un avion de chasse, il n'y a pas besoin d'être chauffé, quoi. Il part direct. Voilà, le minimum, juste pour la centrale inertie, pour que, à l'époque, on a d'autres systèmes. Et oui, c'était ce qu'on appelle l'alerte à 2 minutes. Donc ça allait très très vite.
Mais on a aussi une alerte en vol, hein, c'est-à-dire que c'est plus rapide, c'est-à-dire qu'on a des avions qui peuvent tourner quand on est en période de conflit, hein, notamment en ex-Yougoslavie et en Irak à l'époque. On avait des avions qui 24 heures sur 24 étaient au-dessus du territoire pour intercepter tout avion adverse qui aurait pu décoller. Et 2 minutes, il est armé donc. Ah oui, bien sûr. Oui. En fait, c'est-à-dire qu'on adopte une posture de ce qu'on appelle de sûreté aérienne adaptée à la situation renseignement du moment, en fait. Donc, quand c'est hyper calme, on a une alerte qui est adaptée en termes de nombre d'avions, en termes de lieux et en termes de réaction. Quel genre d'armes dessus Sur un avion de chasse, malheureusement, les humains ont créé beaucoup de choses pour détruire pour se battre entre eux, mais malheureusement, il faut ça. Aujourd'hui, donc, on a beaucoup d'équipements. On a des armements RR, on appelle ça, et des armements air-sol. L'armement RR, on a toujours le canon, mais on a des missiles infrarouges, courte portée, moyenne portée, on a des missiles électromagnétiques, moyenne portée, longue portée. Ouais, on peut aller très très loin, on peut tirer quelqu'un à 100 km. Hein. D'ailleurs, quand tu es en école, quand tu deviens pilote de chasse en école, vous avez comment vous entraînez? Alors, il y a les simulateurs évidemment, mais en live, comment vous vous entraînez? Vous avez des leurres, vous avez des choses comme ça on a toute la panoplie. Il y a beaucoup d'entraînement parce qu'à la fois pour faire progresser nos pilotes et les amener à un haut niveau de qualification, on est obligé de voler tous les jours. Donc, on va leur apprendre les techniques les plus sophistiquées. Ces techniques évoluent en permanence, les matériels évoluent en permanence. C'est très assisté? Très assisté, c'est-à-dire? Tu as des missiles qui peuvent être guidés par, la chaleur de l'avion. Oui, il y a tout. Voilà. Et tu peux aussi. Donc, tu vas verrouiller. Alors, c'est encore une fois, hein, c'est des termes de. C'est pas tête brûlée, c'est un peu plus tard que tête brûlée, mais Top Gun, peut-être, je sais pas. C'est un mélange de tout ça, en fait. Ouais. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que, comme la boxe, dès qu'on voit un reportage sur un avion de chasse, c'est la musique de Top Gun. C'est comme les boxeurs, ils ont Rocky. C'est un film mythique. Hein. Ouais. Tu vas verrouiller une cible. Donc, elle va. Oui. Donc, et le missile, tu le rates pas, en fait. Heureusement, jamais rien n'est fiable à 100%, mais il y a des règles, ce qu'on appelle des HOIs, des règles d'engagement, qui sont toujours adaptées à un contexte. Ça, c'est le principe. C'est-à-dire que, par exemple, à une époque, quand on allait attaquer des cibles au sol en ex-Yougoslavie, c'était directement le président Chirac qui voulait valider chaque cible. Donc, le chef d'état-major des armées lui présentait des cibles potentielles. C'était pour l'ex-Yougoslavie, et c'est lui qui donnait son feu vert pour que l'armée française, l'armée de l'air, attaque ces cibles. Donc c'est des cibles militaires. Tu es en direct avec le général Non, mais ça c'était pour l'attaque programmée de missions air-sol. D'accord. Ensuite, en RR, par exemple, évidemment, on ne peut pas faire ça en RR parce qu'on est réactif. Il y a des règles d'engagement. C'est-à-dire que, par exemple, à une époque, on ne pouvait pas tirer un avion irakien, enfin un avion adverse, si on ne l'avait pas identifié visuellement. Les Américains pouvaient tirer sans l'avoir identifié visuellement. En fait, il y a des règles d'engagement qui sont adaptées à un contexte assez compliqué. Enfin, pas compliqué, mais c'est assez sophistiqué. Pourquoi ? Parce que le but, c'est simplement d'éviter une erreur fratricide ou d'une erreur d'identification, en fait. Et donc, pour ça, les Français, on est parmi les armées au monde dont les normes d'engagement sont les plus restrictives. Donc, on fait très, très attention à ça, bien sûr, c'est évident, parce qu'on ne veut pas, évidemment, faire une erreur. Et c'est toute la noblesse d'ailleurs de l'engagement français, c'est qu'on est là pour défendre et on utilise la force qu'en toute dernière extrémité. 11 septembre, comment ça a pu se passer parce que j'imagine que les Américains, ils ont des normes ou des alertes qui sont équivalentes aux nôtres. Comment on a pu arriver à... Tu me parlais de 2 minutes. Oui, mais ce qui s'est passé, c'est que historiquement, les Américains ne s'étaient jamais fait attaquer chez eux. Donc ils n'avaient pas ces protocoles. Alors ils n'avaient pas les mêmes protocoles du tout. Ils n'ont jamais pensé à ça en fait, ou jamais vraiment. Ils sont pas méfiés en fait. Paradoxalement, nous les Français, on avait déjà été alertés ce genre de choses avec un. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on avait fait poser un avion qui arrivait d'Algérie, je crois, à Marseille-Marignane, oui. Et le GIGN était intervenu parce qu'il y avait des terroristes à bord. Oui, oui. Bon. Donc on avait été un peu alertés à ça. Donc il faut savoir que en France, en fait.
du fait que De Gaulle, à l'époque, avait voulu sortir du système militaire intégré. On n'est jamais sorti de l'OTAN, mais on était sorti du système militaire intégré pendant quelques années, enfin pendant un certain nombre d'années, assez longtemps d'ailleurs. On avait un système de détection et d'engagement qui était parmi les plus sophistiqués au monde. Cela dit, le 11 septembre, tu sais, c'est une démocratie. Le principe d'une démocratie, c'est très très ouvert. Après le moment où tu commences à avoir du terrorisme, tu es obligé de mettre des normes pour contrer ce terrorisme. C'était diaboliquement génial, voilà. Diaboliquement. Terrible que les gens ont pu faire ça. Les porte-avions, c'est encore une qualification spéciale, un décollage de porte-avions? Oui, le décollage d'atterrissage, c'est une qualification spéciale, ouais. C'est très compliqué? Il faut l'apprendre. C'est technique, ça s'apprend. Tu sais, le ravitaillement en vol, c'est très très technique. La patrouille de France aussi, c'est très technique. En fait, le combat aérien sophistiqué, c'est très technique. Tu vois, en fait, il y a à chaque fois des spécialités en fait qui sont tout s'apprend. C'est ça que je voulais te dire en fait au départ, où tout le monde peut faire ce métier. C'est vrai qu'il y a très peu de place, donc on est très très sélectif. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'un être humain, lorsqu'il a envie, il faut 3 choses pour aller très loin quelque part. Il faut 1, de l'envie, 2, de la volonté. C'est-à-dire que lorsque tu as des épreuves, il faut s'accrocher. Si tu fais pas l'effort de surmonter l'obstacle, tu vas pas aller très loin en fait. Et la 3e chose, c'est le travail. Mais tu regardes bien, n'importe quel champion aussi, c'est la même chose, quoi. Envie, volonté, travail. Même l'entreprise, hein. Mais bien sûr, dans toute chose, dans toute chose. Et ça, c'est intéressant. Et donc, il faut ces 3 composantes pour toute chose. Les avions de ligne ont des aides, l'ILS par exemple, qui permet grosso modo, dès que tu décolles, de pouvoir, tu programmes en fait ta piste d'atterrissage, qui peut être New York ou Sao Paulo. Et après c'est tout automatique quasiment. Les pilotes de chasse, ils ont des choses comme ça? Tu peux avoir un pilote automatique? Oui, on a un pilote automatique, mais on ne le fait pas poser automatiquement. C'est-à-dire que d'abord, il faut que quand tu poses un avion par exemple, de ligne sur un terrain de manière automatique, il faut 2 choses. Il faut les équipements à l'intérieur de l'avion et il faut également des équipements sur le terrain, qui soient équipés, tu vois, des normes particulières, qui évoluent en permanence d'ailleurs, parce qu'on utilise de plus en plus aussi le GPS avec différentes assistances au sol. Et ces équipements à mettre dans un avion de chasse qui est tout petit, ça coûte très cher et donc c'est pas rentable. On s'en fiche. Si le pilote ne peut pas se poser sur un terrain, on le fait se poser sur un autre terrain. Tu vois, il va se dérouter. Il n'y a pas les mêmes conséquences que dans transporter 150 passagers. Tu vois, où là il va falloir les loger, choses comme ça. Donc d'ailleurs à une époque, il y avait quasiment que Air Inter en France, la grande époque d'Air Inter, qui utilisait ce qu'on appelle les normes 00, tu vois, où l'avion pouvait se poser tout seul. Sur les grandes lignes, on ne l'utilisait pas forcément. Voilà. Donc c'était pour exploiter au maximum et qu'on puisse se poser, par exemple, pas tous les temps. Maintenant, il y a de plus en plus d'avions qui sont équipés comme ça, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, en absolu, maintenant, on sait quasiment faire des pilotes automatiques qui vont d'un parking A à Roissy pour se poser un parking B à New York. Mais c'est pas pour demain, à mon avis, qu'il y aura plus de pilotes dans les avions. Alors, je voudrais qu'on parle de la patrouille de France. J'ai vu des dizaines de fois la patrouille de France. Il y a un sentiment de fierté, d'admiration que j'ai du mal à expliquer. Il y a peu de domaines en fait qui nous rassemblent tous. Il n'y a pas de consensus sur la patrouille de France. Pourquoi cette fierté? On ressent quelque chose. Tu dis qu'il n'y a pas de consensus. En fait, c'est l'inverse. Il y a un consensus. Pardon. Ouais. Il n'y a pas de consensus à dire non, c'est pas vrai. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, c'est vrai que je l'ai observé d'abord quand j'étais pilote à la patrouille que effectivement les gens aiment. Alors, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et en fait, je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, les Français aiment l'aviation depuis toujours. C'est une terre d'aviation. On était les premiers êtres humains à faire le décollage par voie mécanique. C'était les Français. Et on a toujours eu une sorte de saine course entre les Français et les Américains sur la performance aéronautique. Première chose. Deuxième chose... les gens ont toujours eu beaucoup de respect pour les pilotes de chasse. C'était aussi un rêve de gosse. Et la patrouille, en plus, on fait un peu d'artistique, on fait de la démonstration en vol. Et en même temps, du travail collectif. Et en fait, on bénéficie de la sympathie de ces 3 choses-là.
Et se rajoute à ça la fierté du drapeau national. Et c'est vrai que c'est une chose dont j'avais pas forcément conscience quand j'étais même à la patrouille, que ce soit un sentiment aussi fort. Et on a besoin d'étendards, en fait. On a besoin de repères. Et la patrouille de France, je pense que c'est un repère national, en fait, et qui fait une sorte d'unanimité. Et à la fois, c'est une grande fierté, et à la fois, c'est un grand devoir pour les pilotes d'être à la hauteur de cette fierté. Et je pense qu'effectivement, moi, vous voyez, qui me sert beaucoup de l'image de la patrouille de France quand j'interviens en entreprise. C'est vrai qu'elle est assez forte. Les gens voient comment ça marche. Et moi, je leur explique comment ça marche de l'intérieur. Et c'est ça qui est génial, c'est que les outils qu'on utilise au sein de la patrouille de France, mais plus largement dans le monde aéronautique, peuvent être transposés dans n'importe quelle équipe, n'importe quelle entreprise. Et c'est ça qui est intéressant. Donc justement, tu as été leader. Alors, comment on te recrute ? Tu postules ou on te recrute ? À la patrouille de France, ce sont que des volontaires. Il y a 3 places chaque année, une place de futur leader et une place d'équipier, et 2 places d'équipier. Et donc, c'est la seule unité de l'armée de l'air qui va utiliser une formule qu'on appelle, nous, la cooptation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, même le chef d'état-major de l'armée de l'air s'interdit d'imposer un pilote à la patrouille. Il va donner un avis sur le leader, mais il s'interdit d'imposer un pilote à la patrouille. Ce sont uniquement les pilotes en place qui vont choisir parmi les candidats ceux qui vont rejoindre l'équipe, en fait. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on va recruter le pilote selon 3 critères. Le premier critère, c'est une formation de chef de patrouille confirmée. Ça veut dire que c'est la plus haute qualification des pilotes de chasse. Un chef de patrouille peut emmener n'importe quel nom d'avion dans n'importe quelle mission. C'est toujours lui, leader, chef de patrouille, qui va conduire le dispositif aérien. Ensuite, qu'il ait 3 ans d'expérience dans cette responsabilité de chef de patrouille, cette qualification de chef de patrouille, ce qui donne à peu près 10 ans de pilotage derrière eux. Donc on a un gros background sur l'historique de nos pilotes en tant que pilotes de chasse confirmés. Le deuxième critère, c'est leur réputation individuelle. On a beau avoir tous la même formation, chacun a un peu son style en fait. Et le troisième critère qui est déterminant, dont même parfois les candidats pilotes n'ont pas toujours conscience, pour nous, c'est de mesurer l'aptitude d'un pilote à oublier sa performance individuelle pour se mettre au service du collectif. Ouais. La performance strictement individuelle chez nous n'a aucun sens si elle n'est pas au service du collectif. Alors, tu vas me dire comment est-ce qu'on mesure ça ? C'est tout simplement dans le comportement. On est extrêmement vigilant au comportement individuel et à l'ego. Alors, pour ceux qui connaissent des pilotes de chasse de près, c'est des gens qui la ramènent pas trop, ce qui est tout à fait normal. Mais on est quand même très vigilant à ce point-là. Pourquoi ? On ne va pas systématiquement recruter le Top Gun et Top Gun, si par hasard ils ne le savent pas trop. Généralement, ils sont assez discrets, mais on est très vigilant. Pourquoi ? Parce que vous le savez bien, dans une équipe, quelle qu'elle soit, une seule personne peut mettre une gargouille pas possible. Et, oui. Et nous, à la patrouille, on ne peut absolument pas se le permettre. Donc on est hyper vigilant sur ce point. C'est quasiment en fait le principal critère de recrutement. Mais tu postules, donc on ne te recrute pas. Oui, alors tu postules, et puis on va choisir parmi les candidats. Tu parlais déjà, il y a beaucoup de postulants. Heureusement, en France, il y a 550-600 pilotes de chasse en activité, donc c'est à un moment donné, je sais pas, il y a 20-25 candidats chaque année en fait. Parmi des gens qui sont déjà très très sélectionnés, bien sûr, par leur formation, leur expérience. Il y a un nombre d'heures minimum Oui, je te dis à peu près 1800 vols à leur actif. D'accord. Et d'avions de chasse, tu vois. Donc ça sélectionne beaucoup déjà. Donc c'est ces critères-là. Donc en fait, c'est une grande chance d'être au bon moment, au bon endroit et que ça corresponde. Mais tu parles de cooptation, de collectif, d'esprit d'équipe. Ça, j'ai bien compris. On va le voir tout à l'heure. Les 8 avions, vous comptez les uns sur les autres, etc. Ça, on va le voir. Mais c'est un niveau au-dessus. Alors, ce sont les meilleurs qui rentrent. C'est quoi, c'est technique? Je te l'ai dit. Tu vas voir d'ailleurs. L'idée de l'armée de l'air, c'est montrer ce qu'on est capable de faire avec une patrouille acrobatique pour mettre en valeur les qualités du collectif, les qualités des pilotes et des mécaniciens de l'armée de l'air. C'est une vitrine, c'est un ambassadeur. Mais évidemment, ça devient un ambassadeur aussi du monde militaire. Ça devient un ambassadeur de l'aéronautique française
Et la patrouille de France, c'est aussi l'ambassadrice de la France, en fait, tout simplement, parce qu'elle a exporté un peu partout dans le monde. Donc, pour montrer ce qu'on est capable de faire quand une équipe veut atteindre un certain niveau. Alors, l'apprentissage, après, tu vas voir, quand tu débarques à la patrouille, tu as beau être super qualifié, envoyé sur tout état d'opération, pilote de Rafale, pilote de Mirage 2000, tu vas prendre l'humilité très vite. Pourquoi ? Parce que à l'issue de ce premier vol, tu vas faire un premier vol en place arrière. D'accord ? Et on te dit surtout pour ce premier vol, sur ce petit avion, l'Alpha Jet, qu'on appelle nous dans le jargon le gadget, on te dit pour ce premier vol, tu ne touches à rien. Tu mets tes 2 mains de chaque côté du cockpit, tu touches pas au palonnier, tu touches surtout pas aux manches à balai, ni à la manette des gaz pendant le vol qui dure une petite heure. Et à l'issue du vol au sol, bien sûr, on fera un débriefing. Ce qui est très amusant à observer, c'est quoi ? C'est que je dis bien tous les nouveaux pilotes affectés à la patrouille de France depuis plus de 65 ans, à l'issue de ce premier vol en place arrière, ont exactement les 3 mêmes réactions. Qui, à ton avis, sont ? Alors moi, je dirais, ils sont fous. Excellent, c'est exactement ça. La première réaction, ils sont complètement fous. Ben oui, parce que, forcément, encore une fois, j'ai fait mes devoirs, et vous volez à 3 mètres, oui. 3 mètres, 3 mètres 50 l'un de l'autre, à 800 km/h. Alors, tu me poses 3 questions. La première, ils sont fous. La deuxième, c'est la peur. La peur de ne pas y arriver. Ouais. Est-ce que je vais être capable de faire ce job ? Et la troisième réaction, c'était super sympa quand ça se recommence. Alors pourquoi ils sont fous et pourquoi tu as peur de ne pas y arriver ? Effectivement, parce que on a l'habitude de voler en patrouille serrée, mais avec beaucoup de précautions. Parce qu'évidemment, il y a un risque de collision en vol. Et l'expérience montre quand même, quand on est aéronautique, la collision en vol se passe rarement bien. Donc tout petit, on va t'apprendre à maîtriser ta trajectoire, à éviter les trajectoires conflictuelles avec notre avion et évidemment éviter un obstacle en vol. Et en plus, j'imagine aller à l'interdit. Vous faites des choses qui ne sont pas possibles en pilote de chasse, j'imagine. Oui, alors, mais tu vois, en fait, tout est possible, mais c'est ça aussi qui est intéressant comme démonstration, c'est que tout est possible dans la mesure où on t'apprend à maîtriser la chose. Et c'est ce qu'on va t'apprendre, en fait. Et là, pourquoi ça devient compliqué la patrouille ? Parce qu'évidemment, on vole non pas à 10-12 mètres, comme on fait d'habitude dans les sessions de chasse, mais là, on vole à 3,50 m en moyenne. Parfois, on peut voler à 2 mètres, hein. On ne va pas se limiter à 60 degrés d'inclinaison comme on fait d'habitude en formation de combat. Là, on va voler sur la tranche, on va voler sur le dos, on va faire des figures de voltige en patrouille serrée, des choses qu'on n'a strictement jamais faites. On ne va pas être limité à 2 avions, mais 3, 4, 5, 6, 7, 8, parfois 9 quand on est en défilé. T'imagines quand tu es à la place du milieu, la place qu'on appelle le charognard, le 4, là au milieu, et ben tu es cerné, tu as 7 avions autour de toi à moins de 3 mètres, dans certains cas. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle ça fait peur. La seconde raison pour laquelle ça fait peur, ce sont les rassemblements. Comment est-ce qu'on va rassembler 2 avions dans le ciel ? Il y a une technique en fait qui est éprouvée où on va intercepter, quelle que soit notre position, l'avion par l'arrière de sa trajectoire, en prenant beaucoup de précautions, en gardant son énergie. Puis on va s'arrêter, on va remonter derrière lui, on va s'arrêter à 1000 mètres. Ensuite, on va vérifier ses paramètres de vol. On va vérifier ses propres paramètres. Et de jour ou de nuit, voire dans les nuages, on va tout doucement s'approcher de lui par arrière, comme ça, et puis venir rassembler sur lui. Donc ça, on maîtrise bien ces techniques en tant que pilote, notamment de défense aérienne. Mais là, mais ça peut prendre un certain temps, bien sûr. Quand on prend beaucoup de précautions, ça prend 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, ça dépend du quel coin de ciel on se trouve. Mais la patrouille, quand on éclate 6 ou 8 avions comme ça dans tous les sens, on ne peut pas utiliser ces techniques. Elle est beaucoup trop lente. Donc on va t'apprendre à faire quelque chose qui est strictement interdit, que si tu l'avais fait une seule fois dans les 10 années précédentes, on t'aurait arrêté de vol, carton rouge. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Si tu as l'avion le groupe de la patrouille qui est là, à côté de son leader, quand tu es équipier, tu ne vas pas faire le tour et remonter plein arrière, comme ça c'est beaucoup trop long. Tu vas foncer sur le dispositif et arriver à une certaine distance. Au dernier moment, tu vas faire un super dérapage dans le ciel et tu vas t'arrêter à côté d'eux. Et ça, ça fait très très peur. Mais le dérapage, il est possible qu'avec un Alpha Jet, tu peux le faire. Avec n'importe quel avion, tu peux faire ça. Sauf qu'il faut maîtriser absolument ce dérapage dans le ciel qui est extrêmement fin. Tu vois, tu fais ça au 10e de seconde, quoi. Il faut pas se tromper. Et il faut mesurer la vitesse de rapprochement et faire ce dérapage pour s'arrêter juste à côté, en fait. Et donc ça fait très 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 peur, à la fois pour celui qui le fait
et à la fois pour ceux qui voient l'autre arriver, en fait. C'est pour ça que, en fait, comment est-ce qu'on va faire ? C'est pour ça qu'au début, les gens, ils sont complètement fous. C'est-à-dire, tu dis, mais jamais j'aurais pu faire ça avant. Et tu vas pas faire ça non plus du jour au lendemain. Tout doucement, on va t'apprendre à le faire. On va t'apprendre à le faire et ça passe par Y compris par des simulateurs par 2 vols par jour. Non, c'est surtout en vol, en fait. Surtout en vol. On t'apprend tout doucement la technique. Et le secret, en fait, le secret de l'apprentissage, c'est la progressivité. On va t'apprendre tous les jours à faire quelque chose qui est plus difficile que la veille et moins difficile que le jour suivant. Parce qu'en fait, vous avez donc cette question de saison, là, où vous allez plutôt voler un peu l'été pour tout le monde, et ensuite l'hiver, vous allez vous entraîner. Vous changez tous les 2-3 ans à peu près d'équipe Alors, toutes les années, j'imagine déjà. Je disais qu'on avait un processus de recrutement qui est assez amusant, c'est que tous les ans, le leader s'en va pour une saison normale. Hein. Quand il y a une saison exceptionnelle, il peut rester une année de plus, mais normalement, c'est... Et le charognard passe leader. Alors, attends. Il y en a 3 qui s'en vont, il y a le leader qui s'en va et 2 équipiers qui s'en vont. Les 2 plus anciens, généralement. Et on va donc devoir intégrer tous les ans 3 nouveaux. Un qui est futur leader. Pourquoi ? Parce que il a une particularité spécifique, c'est qu'il aura été choisi comme commandant escadrille. Ça veut dire qu'il était manager de pilote. En plus d'être qualification de chef de patrouille, d'avoir 3 ans d'expérience de chef de patrouille, d'avoir 1800 vols à son actif, 1500, 1800 ou 2000, il aurait été manager de pilote pendant au moins 2 ans dans un escadron. D'accord ? Un manager de pilote, ce qu'on appelle nous un commandant escadrille, et donc il a appris à manager des pilotes. C'est pour ça qu'on le met après comme on le recrute comme futur leader. Et les 2 autres équipiers, ils n'ont pas été forcément managers de pilote, ils sont des pilotes de chasse, chefs de patrouille confirmés. Et donc voilà, on va remplacer par 3 nouveaux. Et ces 3 nouveaux, on va leur apprendre le boulot. Le futur leader, on va le mettre effectivement en charognard, au milieu. Et si tout va bien, s'il fait bien son année, l'année suivante, il va prendre le leader chef de patrouille, enfin leader de la patrouille de France. Et les 2 équipiers, ils vont être mis généralement en intérieur pour la première année. Puis après, ils vont évoluer. Il y en a un qu'on va mettre extérieur, l'autre l'année suivante, on va mettre de second solo. En 3e année, on va le mettre leader solo, ainsi de suite. Voilà. Il y a tout un jeu de chaises musicales qui est très étudié en fait. Vous êtes 8, hein ? On est 9. 8 pilotes titulaires, 1 pilote remplaçant. Oui, mais en vol, vous êtes 8. En vol, pour les démonstrations en vol, on est 8, parfois 9 dans des défilés aériens. On parlait tout à l'heure de la santé, et tu viens de dire que vous faites des choses qui sont quelquefois interdites, enfin souvent interdites par rapport aux pilotes de chasse. Physiquement, c'est plus fatigant que... Alors, oui, la particularité, c'est que comme on vole à 3,50 m les uns des autres pendant un certain temps, dans toutes les configurations, ce qu'on ne fait pas dans l'aviation de chasse normalement, au début, c'est extrêmement fatigant nerveusement. Pourquoi ? Parce qu'on a calculé qu'on ne peut pas avoir 1/3 de seconde d'inattention. Tu ne peux pas tourner la tête, en fait. Tu es extrêmement concentré sur les repères. Parce qu'on n'a pas expliqué comment on se tenait les uns par rapport aux autres. Mais en fait, chaque avion va prendre 3 repères dans le ciel sur l'avion d'à côté. 3 repères. Pour essayer de tenir une position dans l'espace qui est un point. Par rapport au hublot, par rapport au... Alors, par rapport au cockpit du leader, on aligne grosso modo le casque du leader sur le saumon de l'aile. Ça donne d'un côté ou de l'autre, hein, ça donne un repère du l'aile droite. C'est le premier repère, on va s'aligner sur cette droite. Le second repère qu'on va prendre, c'est d'aligner les 2 réacteurs derrière. Si on voit les 2 réacteurs ouverts, ça veut dire qu'on est trop arrière. Si on voit juste l'angle d'un seul réacteur, c'est qu'on est trop avant. Donc ça va donner la leçon de retrait. Et le 3e repère qu'on va prendre, c'est de se mettre dans le même plan des ailes. Si on est un petit peu en dessous, on est trop bas. Si on est un peu au-dessus, on est trop haut. Et donc, l'interception de ces 3 repères dans le ciel vous donne un point virtuel dans l'espace à tenir, quelles que soient les évolutions du leader. Donc, vous n'avez pas d'écran avec les 8 avions d'accord. Non. On tient ce repère-là et ça se fait à vue, en fait, uniquement à vue. Et ça, c'est pour l'intérieur droit. L'extérieur droit, qui est à la droite de l'intérieur, il va prendre les 3 mêmes repères, mais lui, il va tenir sur l'avion d'à côté, donc sur l'intérieur. Le solo, quand il est en extrême tout au bout de la formation, il va prendre les 3 mêmes repères sur l'extérieur. En fait, chacun prend un repère sur l'avion d'à côté de lui. Et ça, c'est la manière dont on tient notre formation en ligne droite. Mais si on ne tient que ces repères visuels, figure-toi en tout cas qu'on a un problème en virage. Pourquoi ? Imagine que le leader, il tourne à gauche. L'intérieur droit, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit donc le saumon de l'aile à côté de lui, l'aile partir. Donc il détecte cette information avec ses yeux, transmet l'information au cerveau,
qui lui-même donne l'ordre à sa main de tirer sur le manche et de s'incliner. T'as beau être super entraîné, tu as forcément un petit delta T de retard. Ce delta T va s'amplifier avec l'extérieur et encore s'amplifier avec le solo. Pour éviter ce décalage qui va être préjudiciable à la performance collective, à ton avis, qu'est-ce qu'on fait ? Top gauche. Alors, pas tout à fait. Les tops, c'est surtout pour les déclenchements de fumigène, pour les départs en boucle. Ouais. En fait, le leader, effectivement, parle. Ouais. Et le leader dit la chose suivante. Virage à gauche, j'incline. Au J de j'incline, le solo qui est tout au bout va tirer sur le manche et s'incliner avant d'avoir vu qui que ce soit bouger. Au I de j'incline, c'est l'extérieur qui tire sur le manche et s'incline. Au N de j'incline, c'est l'intérieur qui tire sur le manche et s'incline. J'hallucine. Au N, au J, c'est oui, incroyable. et ce n'est qu'au C de j'incline que le leader, il va effectivement s'incliner. Donne-moi la vitesse exacte. Dis-moi exactement J'incline. Donc, à cette vitesse-là, Oui. le J, le N et le C. Le I, le N et le C. C'est des... Alors, tu observeras qu'à ce moment-là, pour le leader, il vaut quand même mieux éviter de bégayer. Oui. Ça, c'est pour faire rire l'assistance quand on est dans une conférence. Mais en fait, mais c'est très sérieux, en fait. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le leader, il doit avoir un langage qu'on appelle, nous, la musique. On appelle ça la musique, en fait. Et en fait, c'est une musique. Et en fait, en écoutant les notes de musique, eh ben, les équipiers vont se mettre en cadence sur lui. Mais ça, quand je vois des reportages, on vous voit les yeux fermés, répéter les figures. Donc, vous êtes tous assis sur des chaises. C'est le reportage que j'ai vu. Oui. Et donc, il va dire par exemple, j'incline. Et vous allez faire les mouvements comme ça, les yeux fermés. Absolument. En fait, si tu observes bien, c'est lors d'un briefing avant vol. Ouais. Faut savoir qu'en aéronautique, on ne part jamais en vol sans un briefing avant vol. Et à l'issue du vol, on fait un débriefing. D'ailleurs, ce sont pratiquement les clés qui permettent d'expliquer pourquoi on a été aussi performant au XXe siècle dans les domaines de l'aéronautique et de l'astronautique. Ces clés, c'est les briefings et les débriefings. Alors, quand on fait un briefing à la patrouille, donc le leader décrit le programme de vol, les grands événements, les particularités du vol, le contexte, qui fait quoi, quel type de figure on va faire pour l'entraînement ou pour la démonstration en vol, quand on fait sur un terrain particulier. Et ensuite, il va commencer à faire la musique. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc là, il va dérouler le vol en accéléré et il va parler, en fait. Et qu'est-ce que font les pilotes dans ces cas-là ? D'abord, ils sont extrêmement attentifs, ils sont très concentrés. La deuxième chose, c'est qu'ils vont faire une technique que nous, on appelle la visualisation. Ça veut dire qu'ils vont se projeter mentalement dans leur avion, comme s'ils étaient en vol, et ils vont faire effectivement avec leurs mains les gestes, avec leurs doigts et leurs mains, les gestes qu'ils vont réellement faire en vol, en fait. Nos amis chercheurs en neurosciences nous disent la chose suivante. Quand tu fais ce type de projection mentale, qu'on appelle nous de la visualisation, tu crées réellement dans le cerveau des connexions, qu'on appelle des synapses. Et quand tu vas arriver en situation, les connexions étant déjà faites, eh ben, tu vas réagir plus vite et tu vas être disponible pour l'imprévu. En fait, à la patrouille de France en particulier, mais les aviateurs d'une manière beaucoup plus large, visualisent tout le temps. Visualisent pourquoi ? Eh ben, essentiellement pour anticiper les événements et être performant dans la réactivité. Et j'ai deux questions. La première, quand il va dire j'incline, vous répondez pas en fait, parce que vous pouvez pas polluer les communications. Absolument. Bon. La deuxième chose, je vais appeler ça relatif et absolu. Les positions, elles sont relatives en fait. C'est-à-dire que oui, tu es toujours... En fait, quand tu es, alors je sais pas comment ça s'appelle, l'extrême gauche par exemple, oui. Tu as toujours la tête de côté. Absolument. Donc tu dois à un moment... oui, tu fais quoi, une rééducation ? Voilà, c'est ça, oui. Début, oui. Et mais en fait, on a différents types de formations, parce que ça, c'est le cas simple. Mais après, ça se complique, parce qu'après, on va faire des figures en vol. Et c'est toute la beauté, d'ailleurs, et des changements de formation. Et donc, suivant le type de formation, oui, bien sûr, l'intérieur droit, il a toujours la tête à gauche, en fait, pour regarder son leader.
Mais parfois il est en diamant, parfois il est de front, il va reculer aussi sur le charognard pour une position qu'on appelle le concorde. Donc il va évoluer en permanence en fait. Donc il regarde bien sûr de son côté par rapport au repère. On a plein de figures différentes. On a une trentaine de figures différentes et également des évolutions, des positions. Tout ça c'est ce qui fait le charme de la patrouille en évolution. Le charognard, c'est pas celui qui est derrière le leader, donc oui. Au milieu. C'est pas une position un peu plus facile, mis à part qu'il doit se bouffer de la fumée. Alors, même entre nous, on n'est pas d'accord sur les difficultés des positions. Ouais. Non, en fait, les difficultés, elles sont relatives. Ça dépend de certaines figures, de certaines formations. Au départ, la position de charognard, c'est une des plus déroutantes de toutes. Parce que t'es vraiment cerné par tous les autres. Et puis, au bout d'un certain nombre d'heures de vol, tu t'y habitues. En fait, t'es un peu comme dans un nid. Enfin, ça demande une extrême vigilance aussi quand même. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'échappatoires. Hein, quand tu es au milieu cet échappatoire, c'est de plonger. Hein. Donc, non, chaque position, quand tu es extérieur, tu sais que tu n'as personne à ta droite. Donc, tu es tranquille, tu vois, quelque part. Tu te concentres uniquement sur la position à côté de toi. Et les fumigènes gênent pas ? Si, quand c'est charognard, ça gêne. Ouais. Ils sont inclinés vers le bas quand même ou c'est légèrement. Oui, là où c'est le plus compliqué, c'est pour le charognard et pour les deux solos qui sont dans les fumigènes des intérieurs. Et puis pour le leader, tu es dans les fumigènes du leader. Ouais. Donc tu te mets juste en dessous en fait. Quelques centimètres en dessous. Donc tout le monde, puisqu'on parle de relatif. Oui. Tout le monde se cale sur le leader. Tout le monde se cale sur le leader. C'est le leader qui donne le tempo. C'est le leader qui est responsable de la performance collective. Et de ta vie. C'est lui le timing de ta vie aussi, bien sûr. Bien sûr. Vous pouvez arriver à combien du sol, à peu près le plus bas? Alors, on est limité en France. Hein, donc, on descend à 100 mètres sol. Ce qui n'est pas grand-chose. Voire même plus, non, jusqu'à 30 mètres pour les solos, 100 pieds. Un solo, c'est quoi? Les deux solos qui se font des croisements, tu sais, ils vont descendre en patrouille, je crois qu'on descend à 100 mètres. Et puis, quand on est avec les deux solos qui sont en ligne droite, ils descendent parfois 30 mètres. Donc, on peut descendre assez bas. Mais en France, on a une réglementation qui est assez restrictive et qu'on respecte, bien sûr, à la fois en termes de distanciation du public et à la fois en termes de points clés bas, comme ça. Mais de faire de la voltige à très basse altitude comme ça, c'est un exercice très particulier qui s'apprend. Et c'est le gros challenge du leader, c'est d'apprendre à faire ces évolutions. Normalement, tu sais, en aviation de combat, on fait quand on dit on fait des boucles d'entraînement, on fait ça à 5000 pieds. Donc, à 1500 mètres, tu vois, en point clé bas. Enfin, même parfois, c'est même plus que ça, c'est 3000 mètres, tu vois. Et là, tu descends à 100 mètres sol, voire 30 mètres sol. Donc, tu vois, il ne faut pas se tromper, évidemment. Vous partez de Salon de Provence, par exemple, pour aller faire un meeting à Marseille. Vous pouvez un peu déconner en vol, etc., jusqu'à arriver sur le terrain Tu as dit quel mot, là? Non, on déconne pas en vol, on est hyper sérieux. Non, mais quand vous arrivez sur le terrain... On a le sourire, mais on est très concentré sur ce qu'on fait. Oui. Avant, vous êtes... Oui, mais alors on a des formations on s'écarte, on appelle les formations de transit, comme on dit. On se met en relax. Ouais. C'est une formation qu'on appelle petit relax. Et là, vous pouvez quand même discuter entre vous. Oui, mais on n'encombre pas les radios. Alors, on a une particularité quand on est en transit comme ça, surtout en haute altitude, c'est qu'on emmène le mécanicien avec nous. Et normalement, les mécaniciens sont ce qu'on appelle les pistards chez nous, qui sont chargés de la remise en œuvre quotidienne des avions. On ne les emmène pas en démonstration. Hein. On n'emmène personne en démonstration, sauf des cas extrêmement précis, assez rares. Mais quand on part en transit, par exemple, on va faire un meeting à Nantes, on va emmener notre pistard tout de suite avec nous pour qu'il puisse remettre en œuvre, reconditionner les avions pour repartir en vol. Il est au sol ou il est en vol? Alors lui, on l'emmène en vol avec nous, en place arrière de l'Alpha Jet. Et donc ce qui est très amusant, comme on n'a pas de pilote automatique dans l'Alpha Jet, c'est que parfois on leur passe les commandes. Mais tu sens un poids? Tu sens quelque chose? L'avion est différent ou c'est trop puissant? Tu le vois pas? Non, mais en aéronautique, on est toujours sensible à la masse de l'avion, donc à la masse de carburant qu'on emmène, et évidemment si on a un passager. Mais un Alpha Jet, non, un passager, c'est à peu près transparent, on le sent pas trop. Et vous avez des gens au sol? Oui, on a des gens au sol. Qui font quoi? Surtout, tu sais, pour faire voler un avion, il faut. Non, mais je parle le jour du meeting, pardon. Oui, le jour du meeting, non, on a juste le remplaçant qui est au sol.
Ouais. plus un commentateur, et ce sont eux que sont un peu notre interlocuteur avec le sol pour des choses d'environnement dont le pilote, dont le leader n'aurait pas connaissance, ou pour le prévenir en termes de Et sécurité. vous pourriez filmer pour un débrief, hein. Ah, mais non seulement on peut, mais on fait. On filme systématiquement. C'est obligatoire d'ailleurs. Du Toute sol démonstration ou en vol du sol D'accord. de la patrouille de France est filmée, ouais. C'est obligatoire d'ailleurs. Et il y aurait des GoPros dans les, enfin je sais pas, dans les. Parfois, toutes les images que tu vois sont faites avec effectivement des GoPro GoPro, ouais. ou d'autres types de caméras. Tu t'es déjà fait peur, mais très peur. Oui, en aviation de chasse, oui. Sur les plus de 5000 vols que j'ai fait, oui, sûrement, oui. Il y a des fois, 1 ou 2 fois, oui. C'est arrivé, oui. Et en patrouille de France. C'est trop précis. Parce qu'il y a quand même eu des accidents. Oui, les accidents, oui, il peut y avoir des accidents. Donc il y a eu quand même des. Ouais. Bien sûr. Même il y avait un certain nombre de morts. Hein. Tous les patrouilles acrobatiques ont des décès. Hein. En moyenne, dans l'histoire de la patrouille de France, c'était un accident mortel tous les 10 ans à l'époque. Et là, heureusement, touche du bois, il y a plus de 17 ans qu'on n'a pas eu d'accident mortel. Ouais. Mais quand vous avez... Nos amis américains, les Thunderbirds, ont perdu 2 pilotes en 2 ans, tu vois. Quand vous avez cette telle préparation, ces yeux fermés, cette musique, précisément, etc., il peut se passer un moment, parce que l'être humain est quand même faillible, est-ce que il peut y avoir une erreur qui peut être faite, qui donne pas forcément un accident, hein. Oui. Mais alors ça, c'est une notion très intéressante. C'est à la patrouille de France, on peut faire des erreurs, mais évidemment, c'est pas n'importe quelle erreur. Mais de manière beaucoup plus large, en aéronautique, on peut faire l'erreur et on a même droit à l'erreur. Mais évidemment, pas n'importe quelle erreur. Ça, c'est une notion que je travaille avec les entreprises. Comment gérer l'erreur ? En fait, le principe, c'est quel type d'erreur on peut faire et quel type d'erreur on ne peut pas faire. En fait. Et en fait, pour tout métier, quel qu'il soit, et c'est des choses qu'on oublie de faire, il doit exister des fondamentaux. Et ces fondamentaux, vous savez, une particularité en aéronautique, il y a 3 choses. 1, on ne confie jamais une responsabilité opérationnelle à quelqu'un si on ne l'a pas formé pour. Ça, c'est une règle d'or. Deuxième règle, à partir du moment où la formation va se traduire par une formation théorique et une formation pratique. D'accord ? Théorique, c'est exactement comme un permis de conduire. Tant que tu ne réponds pas à 50 questions sur 60, tu repasses. Et en pratique, l'instructeur, un jour, va te dire, que tu sois pilote ou mécanicien ou contrôleur, va dire « Ok, maintenant, tu as démontré que tu connaissais la théorie, tu as démontré que tu savais faire en pratique, donc là, on va te faire confiance. » Très intéressant aussi, anecdote, la confiance n'empêche pas le contrôle. D'accord ? Et on contrôle toujours parce que l'homme est faillible. Et troisième chose, à partir du moment où tu fais confiance à quelqu'un, qu'on t'a appris un cœur de métier, là, on devient extrêmement exigeant sur le cœur de métier. Ça veut dire qu'il y a des fondamentaux que tu n'as plus le droit de faire, des erreurs de fondamentales que tu n'as plus le droit de faire. Et ça, c'est le principe. Vrai pour tous les métiers de l'aéronautique, mécanicien, contrôle, tu vois, une fois qu'on t'a appris un cœur de métier, il y a des manières de faire et tu n'as plus le droit d'y déroger. Ça n'empêche pas d'évoluer en permanence sur ta technique et tout ça. Mais ça, c'est très important à comprendre, cette notion-là. C'est-à-dire que pour tout métier, il y a des fondamentaux et ceux-là, tu dois te les respecter. Et c'est comme ça. Par contre, tu as le droit de faire des erreurs de ton niveau et au-dessus, dans la mesure où tu ne mets pas en question la sécurité des vols et la sécurité des matériels. Et c'est ça le principe. Le principe fondamental de l'apprentissage, c'est que tu peux faire des erreurs, mais dans la mesure où tu ne mets pas en jeu la sécurité des vols ou sécurité des biens, mais on te laisse une marge d'erreur et des erreurs de ton niveau ou au-dessus, mais jamais d'en dessous. Non, c'est fini. En dessous, tu n'as plus le droit. Quand vous allez sur des lieux comme Marseille, beaucoup de Mistral par exemple, vous allez adapter des figures en fonction du vent ? Oui, on s'adapte en permanence aux conditions météorologiques, bien sûr. Bien sûr, on est toujours obligé de contrer le vent parce que si tu laisses le vent, ta figure va dériver en fait. Elle va te pousser d'un côté. Et encore, le vent au sol est beaucoup moins fort que le vent en haute altitude, tu vois. Donc, par exemple, le leader, il va en permanence contrer ce vent pour rester centré sur un point de repère au milieu. Mais comment, à 3 mètres ou à 2 mètres, à 3 mètres, vous êtes tellement précis, ça me fascine cette histoire de j'incline. Quand il y a une rafale de vent, parce que le vent n'est pas stable, une rafale de vent, ça peut te déporter d'1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Oui, on appelle ça nous les cailloux. D'ailleurs, il y a beaucoup de cailloux aujourd'hui. Alors, normalement, le vent est relativement... Tu évolues dans la masse d'air, donc la masse d'air est relativement stable. Ou un trou d'air, je ne sais pas si vous avez trou d'air. Oui, il y a des trous d'air aussi, bien sûr.
Écoute, tant que ça n'a pas trop de conséquences sur le travail en équipe, c'est le leader qui compense tout, tu vois. Mais parfois, effectivement, c'est tellement turbulent qu'il peut y avoir des trous à 2 ou 3 mètres. On peut sentir des grosses turbulences. Auquel cas, si vraiment c'est trop turbulent, on s'écarte un peu. Vous volez à l'horizontale, jamais l'un sur l'autre. Si, on a toutes les positions possibles. Hein. Donc, si j'ai un trou d'air qui vous fait descendre de 3 mètres et vous êtes à 3 mètres, comment vous faites, hein? Tout le monde descend de 3 mètres. Eh oui, forcément. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. La micro-aérologie est très particulière et on apprend ça d'ailleurs avec la patrouille. Vous n'avez pas de radar qui voit ça? Parce que comment on le sait? Par exemple, quand on est pilote, comment on sait qu'il va y avoir des trous d'air quand je prends par exemple Air France pour aller à New York? Non, mais déjà, tu peux avoir ce qu'on appelle des bulles d'air. En fait, quand on fait de l'aviation légère, comme le parapente, le deltaplane, l'ULM, on est extrêmement sensible à ça en fait. Donc on fait attention. Plus tu as un avion lourd, moins tu es sensible à ça. C'est pour ça que tu ne fais pas trop secouer dans un avion de ligne. Mais il y a quand même des turbulences, l'attaque qu'on appelle la turbulence en air clair pour un avion de ligne. Ça se voit au radar ou Pas forcément, non. En fait, tu peux le voir même visuellement quand tu as des différences de masse d'air. En fait, on est très, très attentif à la météorologie. En fait. Donc, on a une formation d'ailleurs spécifique en météorologie. On s'adapte en fait aux conditions météo, mais si c'est pas volable, on vole pas. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est dangereux, on vole pas. On essaye de limiter au maximum ce genre de choses, bien sûr. Dès que tu poses des choses à la limite, après, il faut savoir s'arrêter en fait. Et ça, c'est très important. C'est vrai pour un cascadeur, c'est vrai pour un sportif de très très haut niveau qui va jouer avec ses limites. Il y a un moment, il faut faire attention de ne pas se claquer en fait. Tu vois, c'est la même chose pour nous parce qu'il y a trop de conséquences, bien sûr. Et si l'avion a un problème technique? Vous continuez à 7, vous rentrez? Oui, alors on s'adapte aux conditions. Une chose qui est hyper dangereuse pour nous, c'est la panne radio. Ouais. Parce que si un équipier qui attend plus que dit le leader, là ça devient très dangereux, donc il va sortir de la patrouille. Mais il rentre? Oui, il va rentrer. Il est pas escorté, Non, et à ce moment-là, il va rentrer tout seul. Enfin, ça dépend. En fait, en aéronautique, tu sais, on envisage chaque panne. C'est très professionnel. Hein. Moi, quand j'ai débarqué à la patrouille, j'ai dit, en fait, c'est hyper pro, en fait. Tu peux pas savoir le nombre de choses qu'on envisage, tous les petits gags, des choses comme ça, pour voir comment il faut réagir dans ces cas-là. Donc, souviens-toi, un aéroport, mais plus largement, c'est tous les milieux de l'aéronautique qui sont comme ça. Les gens sont pros. C'est la particularité que les gens sont professionnels, tu vois. Et du coup, ils peuvent être très décontractés. En fait, plus tu es pro dans un métier, plus tu peux être à l'aise, plus tu es décontracté parce que tu maîtrises ton sujet à peu près. Il y a une prime. C'est le même salaire? Non, c'est le même salaire qu'un pilote de chasse. Quand on voit les avions évoluer à New York, quel est le rayon d'action d'un Alpha Jet? Il n'est pas grand, c'est 1500, 2000, 3000 km. Donc pour aller à New York, il est ravitaillé en vol ou Alors, les Alpha Jet ne sont pas ravitaillables en vol. Pour être ravitaillable en vol, il faut un système à l'intérieur d'un avion. Tous les avions de chasse au départ français ne l'étaient pas, maintenant ils le sont tous. Tu as une perche de ravitaillement en vol, ce qu'on appelle une perche de ravitaillement en vol, et un système particulier qui fait le plein en vol en fait. Et donc mes Alpha Jet ne sont pas équipés. Donc quand on va à New York par exemple, on fait le tour par l'Atlantique Nord, la route nord. Donc on va se poser en Écosse, puis en Islande, puis au Groenland, puis on redescend par Terre-Neuve, le Canada et États-Unis. À quoi, 800 km/h? Oui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des stops, tu vois. On va se poser à. Mais ça vole quoi, 800 comme un avion de ligne? Oui, en vitesse, oui, on vole comme un avion de ligne à peu près, ouais. Et vous auriez pu faire ce genre de figure sur un Rafale? Absolument. Ouais. Ouais, on pourrait le faire, mais le problème, c'est tes impôts qui vont commencer à être très chers parce que ça coûte cher. Donc, en fait, des seuls pays au monde qui font une démonstration en vol sur avion de combat, ce sont nos amis américains, russes ou chinois. Ça vaut quoi un avion? 100 millions? Oui, ça dépend des options en fait. Donc c'est l'ordre de grandeur. Oui. Pour un Rafale bien équipé, c'est l'ordre de grandeur. Oui. Si tu as les vitres électriques, la clim ou absolument, oui. Des options. La dure métal. Voilà. Quand tu es leader, même pas quand tu es leader, en entraînement, vous faites combien de vols par jour à peu près? Alors, pour la patrouille de France spécifiquement, on fait 2 vols par jour. On vole 2 vols par jour, parfois 3 quand on a besoin on n'a pas pu voler à cause de la météo ou à cause d'un retard X ou Y, le Covid ou autre chose. Donc on va accélérer encore l'entraînement.
Mais l'expérience montre que le troisième vol est rarement rentable parce que les gens sont fatigués, tu vois. Et ça, c'est une notion très importante quand tu veux faire progresser un de tes collaborateurs dans l'entreprise. Il faut mesurer, ou quand tu l'intègres au début, quand il vient d'arriver, il faut mesurer sa capacité d'apprentissage. Et il faut pas tirer trop fort au début, parce que chacun d'entre nous a une capacité d'apprentissage, mais si tu veux prendre trop vite, tu vas casser en fait. Donc il faut mesurer ça. Voilà. Il faut une progressivité en fait. Le secret, c'est la progressivité. Le leader, c'est le meilleur ? Non, on dit jamais que... D'ailleurs, en aéronautique, si quelqu'un dit qu'il est le meilleur, déjà, tu montes jamais avec lui. Il n'y a pas de meilleur. C'est ce qu'on dit en aéronautique. Il n'y a pas de bons pilotes, il n'y a que des vieux pilotes. Important ce que je te dis. Hein. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il faut être humble. Quelqu'un qui n'est pas humble en aéronautique, c'est pas un bon pilote. Tu vois ? Pourquoi ? Parce que la météo, les circonstances... Quand tu dis vieux, c'est expérience ? Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il peut t'arriver un gag. Il y a plein de pilotes... il y a plein de bons pilotes dans les cimetières. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que... Puis non, puis il y a des circonstances au niveau technique, au niveau météo, qui font que ta vie ne peut pas tenir qu'à un fil. Tu vois ? Donc, il faut beaucoup d'humilité en aéronautique. Ça, c'est un point clé. Le leader a une grosse responsabilité forcément parce que c'est comme dans une entreprise. Il est responsable de la performance collective avec le maximum d'efficacité et le maximum de sécurité. Et dans ce cadre, tu vois, les pilotes au fur et à mesure vont lui faire confiance. Mais d'ailleurs, la confiance ne se décrète pas, hein, elle s'acquiert. Hein. Vol après vol. Hein. Chaque vol, personne ne va donner sa vie à quelqu'un, qui que ce soit, s'il n'a pas confiance, au fait. Et donc, comme en entreprise, le patron, c'est pas forcément. Il faut gagner à être patron. Oui, je pense aussi. Tu vois, on n'est pas forcément le meilleur technicien. On ne te demande pas de tout savoir. Ce qu'on te demande, c'est simplement de donner le bon cap, le bon rythme, la bonne coordination et de faire que l'équipe fonctionne bien collectivement. Avec toutes les individualités que ça représente, à la fois dans une équipe comme la patrouille, mais également dans une entreprise, c'est exactement la même chose. Hein. Donc c'est ça l'art moi je dis beaucoup en entreprise, c'est l'art d'un manager, c'est quoi ? C'est tout simplement comment obtenir le meilleur de chacun de mes collaborateurs dans l'intérêt de l'entreprise, et si possible, l'intérêt de l'individu, mais dans l'ordre. Donc, comment obtenir le meilleur au service du collectif, tu vois, au service de l'entreprise. Et c'est ça ce que tu demandes à un leader de la patrouille de France, tout en atteignant les objectifs fixés, qui est de représenter ton pays le mieux possible, avec le maximum de performance et le maximum de sécurité. Donc, c'est ça le rôle d'un leader. Et donc, tu dois apprendre ton métier, tu apprends ton langage, la fameuse musique du leader. Chaque individu a sa propre musique. Et il faut savoir que ça se travaille, à la fois dans la posture, à la fois dans l'exemplarité et à la fois dans ton discours. Ce que tu veux dire, c'est que c'est tellement précis, encore une fois, c'est vraiment... en plus, c'est le sentiment que je vois quand on voit ces figures, c'est tellement précis, ça ne donne pas de marge de manœuvre, évidemment, à l'erreur, etc. Mais est-ce que le leader peut donner, au fur et à mesure des promotions, je ne sais pas si on appelle ça une promotion, est-ce que le leader peut donner son empreinte ? Mais bien sûr, bien sûr. Voilà. D'autant plus que aujourd'hui, on donne totale latitude au leader de faire la présentation qu'il veut, en fait. Il peut faire ce qu'il veut. Hein. Il peut faire une présentation de 15 minutes, une présentation de 30 minutes. La seule contrainte qu'on lui donne, c'est la sécurité des vols. Donc c'est lui le responsable Vous avez un directeur artistique ou quelqu'un ? Non, on n'a pas de directeur artistique. On pourrait d'ailleurs, mais on peut demander parfois des avis comme ça, mais en fait, c'est souvent l'ancien, des gens qui sont au sol qui donnent leur avis en tant que spectateur, tu vois. Donc on y est assez sensible, mais le leader va créer chaque année une présentation nouvelle, et donc il va donner son empreinte, absolument. Et il va donner le rythme aussi. Tu peux faire un virage pas serré ou un virage très serré, tu vois. Moi, je sais que j'avais mis un point que les gens soient presque frustrés en quittant, c'est-à-dire c'est déjà fini, tu vois, pour donner beaucoup de rythme, tu vois, beaucoup de punch. Mais chacun fait en fonction de son caractère, de son style et des capacités de ses collaborateurs et de ses équipiers. Et puis il y a des figures qu'on va pas faire si elles sont pas irréprochables vues d'en bas. Le but, c'est jamais parfait, ça peut pas être parfait, mais vu d'en bas, ça va être irréprochable. C'est ça l'idée. Donc le leader est indispensable, irremplaçable. Ah bah oui, forcément. Le leader, c'est lui qui emmène tout le monde, quoi, dans l'équipe, qui donne le sens, qui donne le cap.
C'est exactement comme une entreprise. C'est lui qui donne l'axe, en fait. Et si le leader se trompe, toute l'entreprise va se tromper. Ou si tu prends le mauvais cap, tu fais les mauvais choix stratégiques, tout le monde suit. Hein. Donc c'est très très important et il faut beaucoup d'humilité, il faut l'apprendre progressivement, il faut être en même temps très à l'écoute de ses collaborateurs, tout en leur ramenant toujours en permanence le cap. C'est ça qui est très important. Brief, débrief, ça contient quoi ? C'est tout ce qui vole en fait. D'abord, les mots briefing et débriefing viennent de l'aéronautique. Pourquoi ? Parce que déjà à l'époque, en 1914, lorsque les pilotes partaient aux avions, à l'époque, il n'y avait pas de radio pour communiquer entre eux. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? Ils préparaient leur mission et on les rassemblait dans une salle et on leur faisait un briefing de coordination pour que chacun sache exactement ce qu'il a à faire durant sa mission. Donc ça, c'est l'objet d'un briefing. Donc, il y a l'art et la manière. Je peux parler 1 heure sur le briefing. Et l'art et la manière de faire des briefings. Ça peut être très court, un briefing. Ça peut être 30 secondes. Puis ça peut être, pour la majorité des vols en aéronautique, à peu près 30 minutes. Tu sais, quand il y a le Conseil des ministres, qu'est-ce qui se passe dans un Conseil des ministres ? On débriefe ce qui s'est passé la semaine précédente. Chaque ministre va avoir 30, 45 secondes, 1 minute pour exprimer les points principaux qui intéressent les autres ministres. Ensuite, le Premier ministre ou le Président font un point d'actualité. Quels sont vraiment les points d'actualité ? Et le Premier ministre ou le Président donnent leurs directives, enfin leur axe de travail pour chacun des ministres pour la semaine qui vient. Le point d'actualité plus les consignes, ça c'est un briefing. Même chose pour le point hebdo d'un dirigeant d'entreprise ou le point journalier ou dans un magasin, un chef de rayon donne ses consignes à ses collaborateurs pour la journée. Ça c'est un briefing. Donc il y a l'art et la manière de faire des briefings. C'est super important parce que c'est avec ça qu'un leader donne ses consignes à ses collaborateurs pour une semaine, une journée d'activité ou un projet. Donc c'est très important le briefing. Et aucun vol aéronautique se font sans un briefing. Souvent, dans l'entreprise, on confond la préparation et le briefing. C'est 2 choses différentes. C'est 2 phases de timing différentes. Le briefing, c'est juste avant l'action. Tu es déjà dans l'action pour être sûr que chacun a parfaitement compris ce qu'il devait faire durant la mission. C'est ce qu'on appelle chez nous la réunion. Peut-être. Mais c'est très très important. Et ça se travaille. Il ne faut pas perdre de temps en briefing. Il n'y a pas de philosophie dans le briefing. C'est en préparation. Et le débriefing ? Et le débriefing, c'est... tu peux débriefer quelque chose qui est programmé, qui est briefé. Tu vois par exemple, quand tu fais un point hebdo avec tes collaborateurs, tu vas dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? Qu'est-ce qu'on a bien fait, bien réussi, un peu moins bien réussi ? Ça, c'est un débriefing. Et c'est super important parce que tu peux briefer une journée. Nous, on débriefe systématiquement un vol en se disant, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux la prochaine fois ? Qu'est-ce qu'on a bien réussi ? Qu'est-ce qu'on a un peu moins bien réussi ? Et ce qui est très intéressant, par exemple, souvent dans l'entreprise, on débriefe quand il y a un problème. L'esprit aéronautique, c'est qu'on n'est pas là pour chercher un coupable, on est là pour chercher une solution. Ça, c'est fondamental. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ne pas reproduire une erreur ? Comment on peut mettre en place des choses qui vont encore mieux se passer ? C'est une des clés du succès de l'aéronautique du XXe siècle, le débriefing. Tu me disais, dans ton premier vol, ils sont fous ceux-là, ou est-ce que je vais y arriver, par exemple. Quand on devient titulaire donc, de la patrouille de France, on a passé le stade, je vais pas y arriver. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous volez, ça y est, on peut pas avoir quelqu'un qui fait toujours les mêmes erreurs qu'il va falloir enlever. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est assez rare. En fait, souvent, au début, les premiers vols, il va y arriver. Et puis, dans certains cas, en fait, il ne va pas arriver assez vite. S'il ne progresse pas assez vite, il va retarder toute l'équipe. Et c'est arrivé très rarement dans l'histoire, mais c'est arrivé qu'on demande à un équipier de retourner en unité éventuellement parce que ça ne progresse pas assez vite. Quoi. Ou parce qu'il fait peur aux autres. Et jamais de simulateur. Il y en a ça. Alors, simulateur, c'est encore les aviateurs qui ont beaucoup travaillé les simulateurs. Tu sais, tous les simulateurs de vol, ce qu'on appelle simulateur de vol, au départ, c'était pour ça. Donc, c'était pour gagner du temps. Mais maintenant, dans l'aéronautique, on utilise énormément de simulateurs. Mais pas pour le vol en patrouille. Aujourd'hui, on ne le fait pas, non ? Oui. Donc, dans tes missions, dans ta carrière, quelle est d'abord la mission qui t'a le plus marqué ? Bon, la guerre du Golfe a été la première guerre du Golfe. Donc tu étais sur le terrain ?
Oui. D'abord, j'étais sur le terrain pendant la guerre froide, parce que tu as oublié on a quand même vécu un certain paquet d'années jusqu'à la chute du mur de Berlin, la guerre froide. Hein. Donc, mais effectivement, la guerre du Golfe était un moment important, parce que d'abord, au niveau de l'ONU, c'est, je crois, que la première fois dans l'histoire de l'humanité que tous les pays du monde disaient Saddam sort du Koweït. Il y avait unanimité, un mandat de l'ONU, de tous les pays et du Conseil de sécurité de l'ONU qui disait OK, on donne mandat à une coalition pour dire à Saddam Hussein, tu n'as pas le droit de faire ça, de rentrer au Koweït, de piquer comme ça le Koweït. Donc, on te mène ultimatum, et cet ultimatum, c'était le 15 janvier. Et voilà. Et donc, déjà, sur le plan politique, géostratégique, c'était intéressant. Et alors après, oui, c'était une démonstration de ce qu'il fallait faire à l'époque, tu vois. Et d'ailleurs, à l'époque, Schwarzkopf, qui était patron de la coalition interarmée Horner, ont strictement respecté le mandat de l'ONU, qui était de faire sortir les Irakiens du Koweït. Et il s'en est tenu à ça, en fait, tu vois. Et après, la guerre du Golfe numéro 2, c'est autre chose. Ça, c'est Bush fils qui a voulu faire autre chose, mais la Golfe numéro 1, c'était super intéressant. Donc, il y a toute une coalition qui travaille ensemble, et comment arriver à faire travailler tous ces gens ensemble pour faire sortir ces Irakiens du Koweït. C'était une de tes premières missions ? Non, j'ai fait plein de missions opérationnelles, mais ça, c'était une mission, oui, tu étais en conflit, quoi. Tu avais l'autorisation de tirer, là, c'était une vraie guerre, en fait, tu vois. Évidemment, quand vous êtes en vol, il y a des cibles au sol, il y a des cibles en l'air. Tu as déjà eu des combats avion-avion ? Alors, il y en a eu très très peu. Figure-toi que oui, j'étais engagé. Alors, c'était après la guerre du Golfe, quand on a eu une période où on avait ce qu'on appelle des no-fly zones. No-fly zones sur le sud de l'Irak et sur le nord de l'Irak, où on avait dit à Saddam, arrête de bombarder tes propres personnes, en fait, tes propres personnes sur le sud irakien. Donc, il avait été décrété par l'ONU des no-fly zones dans le sud de l'Irak. Et il y avait 3 pays qui faisaient respecter ces no-fly zones, c'était les Américains, les Français et les Anglais. Et donc, on avait ce qu'on appelle des caps, on tournait au-dessus de ces zones, interdisant à l'aviation irakienne de rentrer sur cette zone. Et un jour, oui, je suis en vol comme ça, pas loin de Noël, et il y a des MiG-25, MiG-29, je ne sais plus, qui rentrent au-dessus qui arrivent vers nous, en fait. Et là, de l'armée irakienne ? Non, de l'armée irakienne, oui. Et là, la coalition, je reçois sur la fréquence l'ordre, OK, to bandit. Ils le savent en même temps que toi. Ah ben, ils suivent sur les écrans, sur radar. Enfin, il faut savoir comment c'est fait. C'est pour ça l'intérêt d'avoir des AWACS, des avions qui détectent et qui suivent en permanence. Et à la fréquence, on a entendu, OK, to bandit, north, 100 km, coming south. Et là, on m'a dit à la fréquence, OK, clear to kill. OK. Tu as le droit de descendre l'avion en face de toi. Tu fais répéter l'ordre aussi ? Oui, confirm, clear to kill. Paf. Et là, et donc, ça veut dire que là, tu rigoles pas, quoi. Hein. Tu as le droit d'aller descendre l'avion en face qui fait une manœuvre qui est interdite. Et en fait, quand on est arrivé vers eux, ils sont fait demi-tour, ils sont partis. Donc, on est resté dans notre zone de protection. D'accord. Et quand tu bombardes ou quand tu détruis... Alors, j'ai eu la chance, si tu veux, de bombarder personne, et je remercie le ciel de m'avoir de tuer personne. Donc, j'en suis reconnaissant au destin. Je pense, parce que ça doit être compliqué quand même. Bah, évidemment. Pour un pilote de chasse, c'est pour ça qu'il doit croire à ce qu'il fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'il est très important que politiquement et géostratégiquement, il y a des bonnes raisons de faire l'engagement militaire. Et pour ça, je suis fier de mon pays, parce que il s'engage jamais à n'importe comment, tu vois. C'est qu'il y a une bonne raison. C'est pour ça d'ailleurs que Chirac à l'époque n'était pas parti dans la guerre du Golfe numéro 2. Juste pour revenir sur Clear It, c'est-à-dire donc le descendre. Vous discutez avec le sol, enfin avec l'état-major, en privé, ou il l'entend ça pour le dissuader? Oui, s'il peut écouter nos fréquences, mais parce que c'est intéressant qu'ils l'entendent. C'est intéressant, ça veut dire que bon. Oui, mais c'est clairement affiché depuis le début. Il n'y a pas un qui l'écoute à la radio, et puis de toute manière, c'est des fréquences qui sont protégées, cryptées, évidemment par discrétion. Mais si tu veux, c'est tout un processus qu'on appelle de règles d'engagement. Tu vois, quand tu vas t'engager,
tu sais, Sun Tzu disait ça, mais L'art de la guerre. Hein. Oui, l'art de la guerre, et je souscris complètement ça. Pour moi, d'ailleurs, c'est un livre que tout le monde devrait lire. La meilleure manière de gagner une guerre, c'est pas la faire, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de gagnant dans une guerre, il y a que des perdants. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir évité. D'ailleurs, c'est la politique française. Là-dessus, on est assez remarquable. D'ailleurs, on n'a aucune envie d'aller détruire des gens ou d'aller s'opposer à des gens. C'est seulement quand nos intérêts vitaux ou les intérêts, si tu veux, fondamentaux pour nous sont atteints. Tu vois, quand des gens viennent de faire du terrorisme chez nous, c'est pas possible. Donc, on les dissuade. Et puis après, s'il faut, malheureusement, on fait usage de la force. Tu as déjà été pris en chasse ? Oui, par des radars, choses comme ça, oui, mais pas trop parce que on a heureusement eu très rapidement ce qu'on appelle une supériorité aérienne et c'est fondamental. C'est pour ça qu'on a besoin d'armées au top niveau, notamment l'armée de l'air, parce que elle a besoin de. C'est la première armée qui intervient. On a besoin, bien sûr, de toutes les armées. Il faut que nos armées soient équipées correctement pour dissuader de nous attaquer. Parce que c'est fondamental. Et là, dans la guerre du Golfe, tu t'es basé où ? Alors, j'ai fait 2 endroits. J'étais au PC de commandement, qui était à Riyad, au centre de commandement, pendant une petite semaine. Où le chef d'état-major m'avait demandé à l'époque d'aller voir ce qui se faisait de mieux en termes de commandement et de conduite des opérations aériennes. Et ensuite, on a dupliqué ça en France pour optimiser au maximum notre manière de faire. Et d'ailleurs, on est devenu dans les leaders mondiaux de l'engagement aérien, parce qu'on maîtrise un peu toutes les composantes, notamment grâce aux enseignements de la guerre du Golfe. Et puis après, les Français étaient basés sur l'aérodrome d'Al-Assa. Ça se trouve à 250 km à peu près de Riyad, entre Riyad et Dharan, en Arabie Saoudite. Tu parlais des AWACS tout à l'heure, qui sont des gros avions, ces avions avec ces radars, gros radars là-haut sur le toit. Donc, en France, on en a donc. Oui. Ils volent en permanence. Ça dépend. Je pense pas que tu sois habilité à savoir l'activité aérienne permanente. Je vais pas le voir sur Flight Radar. Ouais. Non, c'est assez discret, mais oui, partout là on en a besoin, on l'envoie en fait. Mais ils sont bien au-dessus de ce que peut choper la DCA par exemple. Je sais pas si ça s'appelle toujours la DCA. Ah oui, c'est ce qu'on appelle aussi un vieux principe, c'est qu'il faut pas exposer ces avions à haute valeur que sont les AWACS et que sont les avions ravitailleurs. Donc on les met jamais au-dessus du territoire de conflit, on les met derrière. Oui, mais par contre, ils peuvent se faire descendre par des MiG qui passent par là. Non, mais c'est d'où l'intérêt d'avoir des avions de défense aérienne, c'était mon métier, tu vois, de protéger ces avions-là. Donc ils sont escortés. Oui, ils sont escortés, enfin d'une manière, il y a toute une stratégie, c'est difficile à exposer ça à la radio, mais il y a une stratégie où on positionne nos avions de façon très très bien sûr calculée, réfléchie, on envisage tous les scénarios et bien sûr ces avions qu'on protège au maximum. Je te fais le jeu des questions-réponses un peu. Quand le président part, il est escorté lui aussi ? Ça peut. D'accord, ça dépend. Voilà. Normalement, pas forcément parce qu'on est en paix. Enfin, je veux dire, donc on peut se déplacer aujourd'hui sur la planète un peu partout sans être dans des conflits, mais il faut faire attention à certaines choses, oui. D'accord. Là, on a eu malheureusement une explosion à Beyrouth qui a détruit une partie de la ville. Avant qu'on sache que c'est une explosion qui n'est pas terroriste, au moment où il y a cette explosion-là, l'état-major est en état d'alerte ? D'abord, en France, on a une posture d'alerte permanente, surtout les aviateurs, parce qu'on surveillait tout ça, mais aussi interarmée. On a un PC opération, à l'époque ça s'appelait le COIA, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça, centre d'opération interarmée, tu vois, qui suit en permanence tout ce qui se passe. T'aimes bien informer le politique en temps réel et également avoir les mesures militaires adaptées à tout type de menace, quel qu'il soit, tu vois, à la fois terroriste, surtout en ce moment, ou récemment, et puis, et donc, bien sûr, on suit toute l'actualité en permanence, et donc bien sûr, le Liban étant un pays qui était très exposé, tu vois, dans une zone conflictuelle historique, bien sûr, on suit ça. Ouais. Et on a des avions basés un peu partout dans le monde ? Oui, en fonction de nos intérêts vitaux et de nos engagements internationaux et notre sécurité, bien sûr. Ouais. Parce que notre armée, elle est composée de quoi ? Rafale, Mirage 2000 ? Enfin, l'armée de l'air, oui, essentiellement de Rafale, Mirage 2000. C'est important d'avoir des Rafales bien équipées, au top niveau. En partant de France, on peut être... On peut aller partout, on va partout. Donc, tu sais, quand moi j'ai mis en place, je fais le premier vol au-dessus de l'Afghanistan,
En combien de temps on peut aller, par exemple, à l'Afghanistan? Non, mais on était parti, on avait rassemblé c'est des Mirage 2000, on était parti d'Istres, hein, et puis on est allé se poser à l'époque au Kirghizistan. D'accord. Si tu vois où c'est loin, hein, Kirghizistan. Non. Hein. C'est plein est de. Tu voles à quoi? C'est-à-dire qu'on avait survolé quasiment toute l'URSS, tu vois, je veux dire. Tu voles à quelle vitesse? Là, on vole en subsonique, ce qu'on appelle le subsonique. On n'a pas besoin de faire supersonique, d'autant plus qu'on y va avec les ravitailleurs en vol, donc on va à la même vitesse qu'eux. En supersonique, on ne l'est pas souvent, tu vois. Faut vraiment qu'on fasse un engagement de combat aérien. Aujourd'hui, on n'a pas besoin. Mais si un jour ça dégénère avec des pays, ce que je ne souhaite pas bien sûr, mais ça peut aller très très vite. Hein, et les avions, à ce moment-là, ces pays-là ont les mêmes avions que nous, ou des avions similaires, et là on peut s'engager en supersonique. Tu peux expliquer ce que c'est le supersonique? C'est au-delà du mur du son. Donc nos avions, ils allaient jusqu'à Mach 2, tu vois. Par contre, plus haut aussi. Plus haut, plus vite, même en basse altitude, on le fait supersonique. Mais si tu vas en supersonique, on le fait plus maintenant en France, mais à une époque, on en faisait beaucoup plus. Beaucoup d'entraînement, ça faisait des bang-bang, tu vois. Ouais, je m'en souviens, ouais. Voilà, on l'entendait à l'époque. Hein. Oui, et puis tu peux casser tous les vitres. Hein, donc, d'ailleurs, c'est une manière de dissuader sur un... Tu vas quelque part, tu souvent en basse altitude, ça calme les esprits. Dans des pays qui en ont besoin. D'accord. Dans le cas des missions, je sais pas moi, Chamal ou Barkhane au Sahel, par exemple, vous êtes briefé, vous pouvez être briefé quand tu es général par le ministre ou par le président en charge? Oui, on est briefé sur l'esprit, les directives de ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Tu vois, ça c'est le rôle d'un président et d'un ministre de donner ses orientations avec le chef d'état-major des armées, et les orientations, je veux dire, politiques, stratégiques. Tu vois, c'est eux qui choisissent. Par exemple, lorsque Bush père, ce qui est très, très amusant d'ailleurs, très amusant, c'est relatif, mais lorsque Bush père avait donné ses consignes à Schwarzkopf pour la guerre du Golfe numéro 1, il avait dit « J'ai une seule consigne à vous donner, win, vous gagnez ». Quand Johnson donnait ses directives aux militaires pendant la guerre du Vietnam, c'était une caricature dans les journaux américains. C'était ne pas tirer sur ci, ne pas tirer sur ça, ne pas tirer sur ça. Il rentrait beaucoup dans le tactique. Et donc, du coup, les Américains aussi étaient bridés. En fait, mais à la guerre du Vietnam, il y a beaucoup à dire. Hein. C'est très difficile on peut débriefer après quand on est sur le moment. C'est sûr qu'il y a des engagements qui sont très discutables. Par exemple, la guerre du Golfe numéro 2, pour moi, est une énorme connerie. Ça, c'est sûr. Une grande responsabilité de Bush, fils, d'avoir envoyé ça, et également de Tony Blair, à l'époque, d'avoir emmené les Britanniques dans cette aventure, tu vois. Et merci au président Chirac à l'époque d'avoir pas envoyé la France dans cette aventure, alors qu'elle était alliée depuis toujours, mais elle avait dit non, on pense que c'est une connerie de faire ça. Et je pense qu'à juste titre, c'était une bêtise, effectivement. Après, on peut se poser aussi la question de savoir si le président, chef des armées, a la vraie légitimité par rapport à un militaire. C'est encore autre chose. Non, mais vous savez, le militaire, c'est très bien comme ça en France, il est aux ordres du politique. Hein. Ouais. Donc, mais par contre, effectivement, il faut faire des choix politiques qui sont bien réfléchis, tu vois. Et il y a une vraie discussion qui s'installe entre le chef d'état-major des armées ou les chefs d'état-major d'armée et le politique, tu vois. Tu dois partir, je te pose 3-4 questions perso et après je te libère. Alors, je voudrais qu'on passe aux questions personnelles. Tu voles toujours ? Oui, même plus que ça, je suis président d'un aéroclub. Donc, voilà. Pilote de ligne, tu as déjà... J'ai volé, j'ai tenu dans les mains des avions de ligne, oui. Mais je ne suis pas officiellement pilote de ligne. C'est complètement différent ? Non, le monde de l'air est à peu près le même, si tu veux. Bien sûr, il y a de l'inertie, il y a beaucoup de choses. C'est un peu la même différence entre tu vois bien, un mode de transport collectif et un mode de transport de Formule 1. Donc, mais moi j'ai plein d'amis qui sont pilotes de ligne. C'est une vraie responsabilité, c'est un beau métier. Oui, j'ai piloté d'avions de ligne. Ouais. J'ai reçu Claudie Aigneret. L'espace ne t'a jamais branché ? Si. C'était la carrière ? Oui, non mais j'ai failli même parce que j'ai même fait une désélection cosmonaute à l'époque, juste avant de rentrer à la patrouille. Mais en fait, il m'avait trouvé un petit truc, un coup de sortie des reins en fait, et qui devait se faire opérer parce qu'il y avait un risque peut-être en apesanteur de se faire infecter. Donc du coup, je me suis pas fait opérer. Donc je me dis, ce sera la vie d'après.
Mais non, mais j'ai tous mes copains, plein de copains cosmonautes, je les connais tous. Quand tu vois ta carrière, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Ben, je vais te dire, moi, ce qui m'a le plus plu, c'est la camaraderie, c'est l'esprit famille de l'armée de l'air. Ça, c'est de tout, même au-delà même de la passion du pilotage, d'une certaine noblesse de ce métier d'officier, partagé par toutes les armées, hein, terre, mer, gendarmerie. Ce qui m'a le plus touché, c'est la camaraderie. Ouais. Et au-delà même des armées, presque une fraternité d'armes des pilotes aussi, des pilotes de chasse un peu partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on a un vrai sympathie. D'ailleurs, un livre célèbre, qui est connu du milieu, qui s'appelait Chasseurs mes frères. Et il y a cette notion de fraternité des chasseurs. Mais au-delà, après, c'est l'esprit d'un escadron avec les pilotes et mécaniciens. Tu vois, aujourd'hui, je me déplace pas mal. Je fais beaucoup de conférences, d'interventions dans l'entreprise. Et quand je croise un ancien de l'armée de l'air, quel qu'il soit, mécanicien, basé, contrôleur, commando, on a cet esprit de famille qui revient très, très vite. Et donc ça, je trouve que c'est une des plus belles choses. Et puis après, bien sûr, il y a le plaisir du vol en delà, mais dans ce cadre de respect, de militaire, de camaraderie et de servir la France quand même. C'est quand même ça, au départ, servir notre pays. Quand tu es, justement, tu parlais de ce plaisir, j'imagine quand tu fais de la patrouille de France, quand tu fais un meeting, tu n'as pas une seconde pour regarder le public. Mais si, mais c'est un flash que tu regardes ça. Après, tu prends le plaisir à le regarder au sol. Mais en vol, tu es très concentré sur ton point central. Si bien sûr, je dirais même presque tu le ressens. Et quand vous faites le dernier virage pour partir, pour rentrer, oui. Est-ce que les applaudissements, je pense pas que tu les entendes, mais quelque part tu les entends? Oui, presque tu les ressens. Tu les ça, ressens. c'est vrai que c'est très... Et ben, je vais te dire, c'est même ce qui m'a, en tout cas la patrouille pure, ce qui m'a le plus touché, c'est l'affection que les gens ont pour la patrouille. Ah ben oui. Je te promets que tu le ressens physiquement, tu vois, quand tu te poses sur un meeting et que tu t'approches de la... Tu sais qu'il y a une notion... Alors, pas en ce moment, bien sûr, avec la Covid, mais quand tu fais un meeting aérien et que tu te poses en face des... Parfois, le public est sur les parkings, tu vois. Ouais. Donc, tu vas garer ton avion, tu vas parquer ton avion en face du public. Et qu'est-ce que tu fais? Tu descends d'avion. Et là, qu'est-ce que font les pilotes une fois qu'ils ont fait leur check? Ils s'approchent du public pour aller discuter, faire une interview ou signer des autographes. Ouais. Bon. Tu sais ce que le public fait? Quand il a assisté comme ça, juste les avions qui se posent devant lui, hein, le public, il recule. Ah oui. Mais sur le coup, les gens, ils reculent tellement, ils se disent, mais attends, je les ai vus en vol, et là, mais ils sont en face de moi, c'est des Martiens qui arrivent. Et puis après, évidemment, il y a un contact, et les gens, après, se précipitent sur toi, ils te touchent même. Alors, en fait, c'est cette affection des gens, c'est ce qui m'a le plus manqué quand j'ai quitté la patrouille. Ça te nourrit. Est-ce que tu peux me donner 2 ou 3 étapes de ta carrière qui t'ont marqué? Non, mais il y a plein de moments exaltants, en fait. Hein. Ouais, survol de New York avec la patrouille, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Tu y étais? Oui, j'y étais pour la première fois où dans l'histoire, la patrouille de France était aux États-Unis. Ouais. C'était pour le centenaire de la Statue de la Liberté en 1986. Ouais, on est resté. Très bien. On est resté 2 mois aux États-Unis, donc c'était. D'ailleurs, je crois que c'est la seule fois où la patrouille de France n'a pas survolé le 14 juillet. D'accord. Il n'y a pas eu de patrouille parce qu'on était à New York, on était aux États-Unis à ce moment-là. Oui, ça c'est un moment fort. La première fois où tu es lâché sur un avion de chasse, à l'époque il n'y a pas de biplace, donc c'était en monoplace. Donc on t'est dit mais c'est pas possible. J'étais dans mon Mirage F1 là au point d'alignement à Reims, au Normandie-Niemen, escadron de chasse célèbre dans l'histoire. Et je me dis mais c'est à moi qui confie cet avion là. Je suis tout seul et je fais mon lâcher Mirage F1, tu vois. Donc ça c'est un moment fort aussi. Non, chef de patrouille, après quand tu instruis des jeunes, il y a tellement, c'est difficile, parfois un moment magique, tu es au-dessus de l'Afrique, de nuit, sous les étoiles, il y a un côté syntaxe, oui, tout ce qu'on a dit sur l'aéronautique, sur l'aviation, tout ce qui a été écrit est vrai en fait, et tu ressens ça d'une manière ou d'une autre, autant Terre des Hommes que Top Gun, que Les Têtes Brûlées, toutes ces images-là, tu les ressens à un moment ou à un autre. Alors, je ne sais pas si tu étais marié à l'époque, mais ça va être la classe avec les filles quand même. Oui, les pilotes de chasse ne sont pas très connus, directement. Donc, mais effectivement, oui, c'est un métier qui fascine autant les hommes que les femmes, ouais.
Ah ben écoute, moi j'ai passé des vacances avec un pilote de ligne à l'époque que j'ai rencontré au Club Med. On a passé 15 jours, il m'a raconté plein de trucs, c'était incroyable. Alors j'imagine pilote de chasse. Oui, non, mais on a cette chance-là que c'est un métier qui fait rêver quand même. Ça, c'est vrai, et à juste titre. Parce que tout ce que tu as pu voir dans les films, il y a parfois des exagérations, mais en dehors des exagérations, le reste est vrai, tu vois, de sentiments de camaraderie, des têtes brûlées, un peu tout fou, mais maintenant c'est quand même beaucoup plus codifié, bien sûr. Top Gun, c'est vrai, et il y a assez peu d'incohérences, à part que les pilotes, la relation entre pilotes est un peu exacerbée, ce qui n'est pas le cas dans la réalité. Ni il y a 2-3 invraisemblances. Tu vas peut-être pas te bourrer la gueule, te battre la veille d'une mission. Non, mais en dehors des exagérations, si tu veux, tu as de ça, tu as du côté syntaxe quand tu es tout seul. Moi, un jour, j'ai dormi au fin fond du Tchad tout seul, en pleine nature, sous les étoiles. Tu as un côté magique. Tu as un côté quand tu débarques quelque part, quand tu pars avec ton Alpha Jet de Centre-Provence et que tu vas jusqu'à Los Angeles. New York, t'as un côté magique, tu vois, d'aller, que la planète t'appartient, tu vas où tu veux, quand tu survoles le Groenland. L'armée de l'air en particulier, l'aéronautique en général, t'offre des moments d'intense. Mais en plus, quand vous allez survoler une ville, la DGAC, c'est ça, c'est la DGAC, non? Oui, l'aviation civile, vous ouvre complètement l'espace. Oui, mais tu as aussi des devoirs, hein, tu as des choses que tu n'as pas le droit de faire, et donc il faut les respecter. Mais tu vois, l'armée de l'air m'a offert un moment, j'étais à l'école de l'air, en voyage d'études, on est allé au Pakistan, et on est allé à Khyber Pass, tu vois, un endroit qui est devenu plein de terrorisme, en fait, d'Al-Qaïda, tout ça, mais on avait visité ces coins-là, tu vois. Donc c'est des moments forts aussi où tu vas dans des pays intéressants, quoi, qu'on puisse dire. Donne-moi une citation qui pourrait résumer un peu ta vie ou qui t'intéresse. Non, mais c'est celle de Syntex, je crois, dans Terre des Hommes. C'est et la grandeur d'un métier est peut-être avant tout d'unir les hommes. Et ça, je vois que c'est ce qui m'a le plus touché dans ce métier, dans cette histoire d'aviateur, mais de l'armée de l'air surtout, avec des moments extraordinaires, à la fois avec nos pilotes, nos mécaniciens, nos contrôleurs, toute cette grande famille, parfois en interarmée aussi, bien sûr, et puis ou avec des amis légionnaires que j'ai pu croiser sur des théâtres d'opération, et puis la fraternité d'armes particulière des pilotes de chasse de tous les pays, en fait. Non, c'est aussi la notion que la Terre, si tu veux, c'est un vaisseau spatial dans lequel on est tous embarqués, les humains, et il serait temps qu'on s'entende, quoi, et qu'on respecte notre Terre. D'ailleurs, le Covid nous montre ça, c'est que notre pays, en particulier la France, c'est un des plus beaux pays du monde. Je veux dire, apprenons à déguster ce qu'on a, arrêtons de vouloir toujours plus et enrichissons-nous les uns les autres, tu vois. On est 7 milliards d'êtres humains, il n'y en a pas 2 pareils. Donc, intéressons-nous aux uns aux autres, respectons-nous les uns les autres et aimons-nous les uns les autres. Qui tu pourrais me conseiller d'inviter dans ce podcast, un peu d'exceptionnel que tu connais? Mais en fait, tout le monde est exceptionnel, chacun à son niveau, peut-être avec moins de publicité, certains, ou moins de spectaculaire. Un David Douillet. Ouais, tu le connais? Oui, je connais bien David. Ah, bah écoute, avec plaisir. Il était, par son esprit de volonté aussi, il a une expérience qui est plus large que le judo, tu vois. Les gens connaissent pas tout ce qu'il a fait et c'est quelqu'un que j'apprécie bien, David. Et tu peux me mettre en contact? Oui, mais moi ce qui me touche le plus, c'est des gens qui ont fait des choses et qui restent humbles. Il y en a une grande humilité, voilà. Donc ça, c'est... Et puis un Nicolas aussi, Nicolas Hulot, parce que Nicolas, il croit à son engagement pour la planète, tu vois. Quand la planète souffrait, il a plein d'expériences différentes, on lui a demandé de faire plein de choses, mais surtout, au-delà de tout ça, Nicolas, c'est un homme vrai, quoi. C'est un homme qui aime, d'ailleurs sa fondation c'est ça, hein, fondation de la nature pour l'homme et pour la nature, hein, et il aime l'homme et il aime la nature, en fait. Et la personne qui nous a mis en contact, c'est David Sussman, qui a une fondation qui s'appelle Pure Océan, et qui fait énormément pour la planète à un autre niveau, parce qu'il est moins connu que Nicolas Hulot, mais c'est important. Oui. Justement, Claudie, il parle quand elle regarde le hublot de Mir ou de l'ISS. Tu vois ce bleu dans ce noir,
Et c'est tellement calme, c'est tellement paisible. Et quand tu vas au microscope rentrer à l'intérieur, c'est là que tu vois les conflits, les problèmes, la déforestation, la mésentente, etc. Il faut arrêter quoi. ça. La vraie évolution de l'homme, c'est de se mettre d'accord les uns avec les autres. Je te pose la dernière question du podcast. Ce podcast s'appelle La combinaison, parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi là où elle est. Quelle est la combinaison pour devenir Patrick Dutartre? Du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, de la persévérance ou le tout? Oui, mais bien sûr, c'est un peu de tout, mais je pense que chaque aventure humaine, ça a de la chance. C'est beaucoup de chance. Et comme il n'y a pas de hasard dans la vie non plus, donc voilà, c'est un mélange de tout ça. J'aurais pu rester encore des heures à discuter. Merci beaucoup. Vraiment, je te remercie, Patrick. C'était super. Non, mais enrichissons-nous en fait de chaque rencontre. En fait, c'est ça qui est super, de dire que la personne qu'on a en face de soi a quelque chose d'unique à apporter aux autres. Et ben, sachons le capter avec beaucoup de respect. Bravo et merci. Merci à toi, Frédéric. Et à bientôt. Au revoir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous. Partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.